Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, la France est-elle à la casse ? Et en deuxième partie, quelle issue pour Macron ? Faire payer les riches ? Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un expert en police, sécurité et droits fondamentaux de la personne. Elle a soutenu un mémoire sur les violences urbaines et la crise de l'état de droit en 1998. Elle est donc une des mieux placées pour parler des violences qui parasitent les manifestations des Gilets jaunes. Elle préside depuis septembre 2017 le groupe régional du Rassemblement national dans la région Grand Est. Outre son engagement politique, elle est un précieux soutien pour la cause animale. Elle écrit dans les médias alternatifs. Marine Le Pen l'a placée dans le peloton de tête de la liste aux européennes pour faire entendre la voix des femmes dans la mouvance patriotique. Je vous demande d'accueillir Virginie Joron. Bonjour madame. Merci de faire nos actes de votre campagne pour les européennes dans ce bistrot Liberté, Virginie Joron. Les élections européennes vont permettre de faire monter une nouvelle génération d'hommes et de femmes de Manon Aubry de la France Insoumise à Virginie Joron pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. Avec Jordan Bardella, vous êtes un peu l'atout renouvellement du mouvement de Marine Le Pen. Est-ce que tout cela, c'est pas quand même un peu de la com ? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas là comme gadget ? Je crois pas. Je crois que mon parcours, même s'il est très récent, a démontré qu'il y avait une certaine méritocratie au final. Et puis, non, je pense pas être un gadget. Sinon, je ne serais pas présidente de groupe. J'ai des responsabilités politiques. Donc, non, je crois pas. Et même pour Jordan, il a été choisi par rapport à son cursus, par rapport à son engagement. Donc, on n'est pas là pour faire de la figuration. Vous n'êtes pas des goodies ? Non. Vous n'êtes pas des goodies. Alors, vous allez être interrogé par les sociétaires qui sont autour de moi. Je vais vous présenter tout de suite celui qui va vous poser la première question. Il est journaliste au quotidien Présent. Il s'agit de Francis Bergeron. Bonsoir Francis, bonsoir. Merci d'être là aussi. Et je vous laisse poser votre première question à Virginie Joron. On a reçu ici, il y a quelques semaines, on a reçu Emmanuelle Gave, qui nous a fait une très bonne impression, une très belle prestation. Et puis, on a appris, très peu de temps après, qu'elle était mise à l'écart de la liste Debout la France, ce qui a d'ailleurs peut-être coûté, ou ce qui coûtera peut-être quelques points à cette liste concurrente, à cette liste adverse, oui. Et chez le Rassemblement national, est-ce que les candidats sont soumis à la même, je dirais, la même dictature du politiquement correct ? Quelle est la liberté de parole d'un candidat au regard du parti ? Quelle est votre liberté de parole ? Et autrement dit, ce soir, est-ce que nous allons accueillir Virginie Joron ou est-ce qu'on va avoir droit à un tract du Rassemblement national ? Après le goodie, maintenant le tract. Le tract. Bienvenue chez nous. Merci. Un peu quand même, mais je pense un peu des deux. Je pense que je viens en candidate moi aussi en tant qu'élue, donc j'incarne ces valeurs, j'incarne un programme. Quand on parlait de politiquement correct, c'est pas le parti qui nous impose le politiquement correct, c'est la société, c'est la doxa qui fait qu'aujourd'hui on ne doit pas sortir d'un certain cadre. Le politiquement correct, comme la bien-pensance ou la pensée unique, nous impose effectivement une certaine tenue. Mais c'est pas le parti, c'est la société. Et évidemment, quand on a une étiquette comme la nôtre, nous sommes des cibles privilégiées. Effectivement, donc on doit être responsable par rapport à l'étiquette que l'on a, mais aussi par rapport à nos électeurs qui nous ont donné mandat. Donc effectivement, je parle en tant que représentante d'un parti, mais aussi représentante de nos électeurs. Et aussi à côté, je suis humaine, donc je parle aussi en tant que Virginie Joron. Et puis il est important aussi que
vous en sachez plus sur moi aussi. Bon, on va écouter les deux ce soir. Hein. Voilà, les on deux. va passer. J'ai passé la parole à Arnaud Danjou. Alors pourquoi je montre le livre Le Défi, qui est l'épopée des 5 ans de TV Liberté, de sa naissance à aujourd'hui, le récit du petit pousset alternatif qui met quand même un caillou dans la grosse botte de l'ogre du politiquement correct, du fameux politiquement correct. Je vous en parle parce que vous êtes libraire. Absolument. Vous êtes le libraire de la nouvelle librairie 11 rue Médicis dans le 6e arrondissement de Paris. C'est entre le Sénat et Luxembourg. Ça y est, c'est fait. Vous n'aurez pas à le faire. Et que nous allons avec Philippe Randa, bonsoir Philippe, le 28 mars prochain, de 18h à 20h. C'est tard, hein? C'est tard, vous ne serez pas couché encore. De 18h à 20h. Et puis, je me réveillerai à peine. D'accord. Dans votre librairie, pour, avec l'ensemble de la rédaction, avec le président de la chaîne, Philippe Millot, aller à la rencontre des téléspectateurs de TV Liberté et bien évidemment dédicacer cet ouvrage vendu au prix de 10 € et qui raconte tout, et même encore un peu plus. Arnaud Danjou, merci de nous accueillir. Ça sera donc le 28 mars à la nouvelle librairie. Exactement, et vous allez pouvoir poser votre question. Merci Martial. Bonsoir Virginie Joron. J'ai regardé un peu votre biographie sur le site du Rassemblement national. Et donc on apprend que vous avez travaillé comme juriste dans le domaine de la prévoyance et de la santé collective. Et donc on peut voir que vous êtes engagé en politique en 2013. Donc vous êtes rentré en politique presque sur le tard finalement. Alors ma question elle est simple, c'est quelle est la formation politique qu'on donne aux cadres au Rassemblement national, notamment voilà, quand on arrive un peu par un parcours hors des sentiers battus, pas par un parcours militant de jeunesse. Alors, je me suis engagée assez tard, effectivement, en 2013, mais j'ai toujours été intéressée par la politique. Hein. J'ai fait du droit. Mon premier meeting, c'est marrant, c'était en 95, c'était à Fréjus. Et c'est un peu là où j'ai découvert vraiment la politique. Mais je ne suis pas restée longtemps parce que c'était à l'époque, lors des élections présidentielles avec Balladur et avec le soutien de Sarkozy. Et quelques semaines après, il y a eu ce clash. Donc voilà, ça a été mon premier bain de loin, on va dire. Et puis après, effectivement, je me suis consacrée à la fin de mes études, à travail et après à être maman. Donc ça, c'est la première partie. Mais je me suis engagée assez tard, mais quand même toujours intéressée. Et donc, effectivement, avant, on fait quand même un peu de militantisme. C'est sur le terrain qu'on apprend le métier, si on peut appeler ça un métier. Mais en tout cas, il y a le terrain. Et ensuite, effectivement, on a une formation théorique, technique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis formatrice auprès des nouveaux adhérents. D'accord. Alors, si je peux me permettre d'avancer juste un peu plus la question, quels sont peut-être les grands axes, quelle vision de l'homme, quels grands axes philosophiques sont développés un peu dans ces formations ? Alors, philosophie, non. Voilà, on est plutôt terre à terre, on est plutôt dans un schéma déjà où on explique déjà notre historique, parce qu'on est quand même un parti qui date depuis 1972. Donc on revient sur les bases, ce qui a fait l'essor de notre mouvement. On revient sur les grands thèmes qui ont fait aussi des valeurs sûres. On revient aussi sur la vision de l'homme à l'époque. Il y avait des hommes qui ont créé ce parti. Et puis après, la philosophie, non, on reste plutôt pragmatique. Pour la philosophie, il faut aller à la nouvelle librairie 11 rue Médicis dans le 6e arrondissement de Paris le 28 mars de 18h à 20h. Voilà, je l'ai fait encore, c'est ça que vous vouliez dire. Je l'ai fait pour vous. Ouais. Deuxième pub. Vous m'en devez des pubs. Absolument, merci. Est-ce que, une autre question, Francis, j'ai l'impression sur le parcours professionnel, vous aviez une idée aussi, vous m'en avez parlé. Oui, c'est-à-dire que vous avez fait des brillantes études. Je croyais que vous me parliez, là, je suis inquiet. Vous avez... Ah non, toi aussi. Oui. Vous avez un parcours professionnel sans faute, admirable. Vous êtes mère de famille comblée. Admirable. Oui. C'est le mot. On est une mère de famille comblée, ou un père de famille comblé. Et là, moi, je me pose la question, franchement et très honnêtement, quelle mouche vous a piqué d'aller vous faire pourrir la vie, parce que se retrouver sous les sunlights avec l'étiquette politique que vous prenez, c'est quand même pas le paradis sur terre. Alors quelle mouche vous a piqué, et est-ce que cette politique, la politique dans laquelle vous avez trempé, vous avez commencé à tremper, comme vous venez de nous le dire, est-ce que ce n'est pas une drogue dure finalement, une drogue dure qui détruit, mais dont on ne peut pas se passer, comme toute drogue d'ailleurs.
Est-ce que vous n'êtes pas victime d'une addiction? Et est-ce que vous n'avez pas regretté ce qui va se passer maintenant? Je me demandais si c'était pas un gadget. Maintenant, je me demande si vous n'êtes pas cocaïnomane. Oui, non, si vous êtes cocaïnomane, je connais des gens, parce que j'en non. reçois ici pour des Zooms qui Non, font maintenant je suis à l'eau aussi, des millions de vues. tout va bien. Si je peux rectifier en termes de parcours, non, je ne suis pas si brillant que ça. Hein. J'ai un parcours assez chaotique dès le départ. Hein. J'étais la mauvaise élève, je suis passée par un BEP, après un bac pro, et puis après je me suis réveillée à la fac de droit. C'est pour vous alors. Non, mais voilà. Non, mais si, au contraire, parce qu'après, c'est après qu'on se réveille. Et donc, du droit, effectivement, une volonté d'être dans la fonction publique, je voulais être commissaire de police. Et puis, les faits ont fait que j'ai dû changer de cap. Et je me suis retrouvée à Strasbourg. Et en fait, dans tout chemin de vie, il y a des rencontres, il y a des événements qui sont déclencheurs. Et à un moment, c'est comme ça qu'on se construit. Donc, moi, effectivement, ce que je privilégiais, c'était les études, la vie de famille, un travail. Et en même temps, des événements ont fait que je me suis posé des questions et je fais partie des gens qui n'aiment pas subir, mais agir. Et ça, j'ai découvert sur le tard. Je préfère effectivement, comme vous dites, on se prend tout, mais c'est pas grave. Je préfère avoir tout le monde à dos que me mettre à plat ventre. Et ça, effectivement, c'est plutôt à 40 ans que j'ai... Le sentiment populaire. Ouais. Nous sommes bien d'accord. Des événements comme 2002, avec le second tour que l'on connaît tous. 2005, j'étais à New York et c'était lors des violences urbaines. Et c'est vrai que j'étais dans un contexte plutôt de favoriser et tout le monde me demandait ce qui se passait en France avec une gestion on a eu des mesures un état d'urgence, hein, je crois pendant 1 mois, une incapacité de maîtriser cette sécurité et beaucoup d'Américains qui se posaient des questions sur la gestion, enfin même pas la gestion, mais en tout cas des événements qui se passaient en France. Donc 2005 et puis l'arrivée de Marine en 2011. Tout ça a fait qu'à un moment donné, voilà, je me suis dit j'y vais, je suis prête. Et c'est aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est de la drogue dure, mais en tout cas, c'est un nouveau cap et il y a un sens derrière. Parce que, comme vous l'avez décrit, je ne suis pas une politicienne née, je travaille encore. Donc je fais ce lien encore avec la réalité qui est très importante. Parce que quand on dit porter la voix du peuple, il faut être avec eux. Et c'est pour ça que j'ai encore du mal à décrocher par rapport à mon métier. Parce que c'est important d'écouter, d'analyser et de porter leur voix. Et encore une fois, voilà, il y a tous ces événements qui ont fait qu'à un moment donné, on y va. Et aujourd'hui, c'est sans regret. Au contraire, pour moi, je me sens à ma place, épanouie, quoi qu'il arrive. C'est que du bonheur. Je ne regarde pas du tout. Comme dit, je préfère agir que subir. Et d'une certaine manière, je comprends le pourquoi des Gilets jaunes. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu de réponse à leur ras-le-bol. Et donc, eux, le seul moyen qu'ils avaient, c'était d'être dans la rue. Moi, j'ai pris une autre voie. C'est la politique. Voilà. Épanoui, pas drogué. L'incorrect, c'est Romaric Sangas en transition. Paysan contre Monsanto, la grande distribution, les Chinois, le remembrement, le droit du sol. C'est le dernier numéro de votre ouvrage, avec vraiment très incorrect, parce que je vous ai vu défendre une exposition, le Dao, alors que le monde l'avait descendu en flammes. Et que j'étais d'accord avec le monde pour une fois. Donc, Romaric, allez-y, à votre question. Non, j'ai rien à voir, mais j'ai appris que vous aviez fait quelque chose l'été dernier que j'ai trouvé fort sympathique. Donc voilà, je voulais vous en remercier. C'était de vous opposer au remboursement des frais de transport du Conseil régional des jeunes, votre région. Et en fait, je trouvais ça très salutaire parce qu'il y a une espèce de démagogie d'organiser des espèces de pseudo-démocratie pour jeunes qui correspond très bien à l'ère du temps, à l'idéologie qui serait que donner son avis serait en soi une chose bonne, alors qu'autrefois... l'importance autrefois c'était d'éduquer la jeunesse. Aujourd'hui c'est qu'elle donne son avis, ce qui est un peu absurde, surtout qu'elle est de moins en moins éduquée, on lui demande de plus en plus de donner son avis. Du coup, est-ce que vous ne trouveriez pas nécessaire, par exemple, à notre époque, de reculer l'âge du droit de vote à 21 ans plutôt qu'à 18 ans, étant donné, pour mettre un peu à niveau par rapport à l'expérience de la vie et au niveau d'éducation de notre jeunesse? Vous ne trouvez pas ça pertinent? C'est vrai que sur cette réponse, enfin plutôt cette intervention au Conseil régional, c'était parce que j'estimais que c'était un gadget, là pour le coup, un vrai gadget de la part de la majorité LR, hein, qui se sert un petit peu des jeunes
pour faire plutôt de la propagande et surtout sur le dos des contribuables. Donc j'estimais que oui, pourquoi pas intéresser les jeunes à aller vers le politique, à comprendre le politique, mais surtout pas en mettant la main dessus et en leur payant leurs frais de transport. Je leur avais dit, parce que j'ai été effectivement pointée du doigt et j'ai dû un peu m'expliquer en dehors de l'hémicycle, je leur ai expliqué que moi aussi je suis passée par là et que je considérais que il fallait y aller sur la base du bénévolat pour ne rien attendre en échange, pour ne pas être manipulé et finalement servir la cause de la majorité. C'est-à-dire qu'en plus, on sait très bien que c'est biaisé parce que c'est pas des personnes élues, c'est du choix, donc c'est vraiment de la politique politicienne. Donc ça, c'est la première partie, c'est pour ça que j'étais intervenue à ce sujet et on avait voté contre. En revanche, ça ne remet pas en question, je trouve, le fait qu'il faut intéresser les jeunes à la politique. Au contraire, moi, mon combat, c'est pour les jeunes, c'est pour demain, c'est pour l'avenir. Si je me bats aujourd'hui, c'est pour eux, c'est pour nos enfants. Et à un moment donné, il faut leur transmettre le relais, qu'ils puissent reprendre ça. Et je pense qu'aujourd'hui, au contraire, il faut les appâter, il faut leur redonner confiance aussi. Parce qu'on voit qu'il y a un absentéisme qui est assez élevé. Heureusement, nous, dans tous les sondages, à chaque fois, on voit qu'il y a vraiment un intérêt par rapport à notre parti. Et au contraire, je trouve que il faut les aider. Je ne suis pas du tout Ils sont pour... très mobilisés quand même, on le voit bien, par exemple pour le climat, pour tout ce qui est bon pour la planète. Pour moi, ils sont instrumentalisés, ceux-là. Que combattre pour le climat, pour la transition écologique. Ils ne se lèvent pas un matin en se disant « ça y est, je vais combattre le climat ». iPhone au passage. Je pense, parce que sinon, en plus, c'est souvent des jeunes qui sont là, qui sont dans la croissance, qui veulent changer tout le temps leur téléphone. Enfin, il y a quand même un décalage pour moi entre ce que on leur demande d'aller dans la rue et la réalité aujourd'hui. Le climat a eu peur, cela dit. Comment ? Le climat a eu peur, on le sait depuis. Oui, bien sûr, oui, voilà. Véritablement, à plus faire le malin. Par exemple, le printemps est arrivé. Voilà, c'est ça, heureusement. Voilà, oui, puis en plus, c'est pas très écologique, toutes ces manifestations d'un coup dans les villes. Non, mais juste pour dire qu'effectivement, je pense que oui, il faut intéresser les jeunes. Et en plus, non, je pense que sous le droit de vote, il faudrait plutôt l'abaisser pour la responsabiliser. Monsieur Culture, vous avez la parole, à nouveau, je vous la redonne. Responsabiliser, pour moi, c'est faire comprendre aux gens qu'ils ont une responsabilité. Donc, avant de donner un avis, il faut simplement qu'ils se mettent en position d'en donner un. C'est dans ce sens-là que moi, je serais plutôt pour le rehausser. Oui, alors l'autre question que je voulais vous poser, c'est par rapport à... vous êtes favorable à l'Europe, ce qui n'est pas forcément fréquent dans le parti auquel vous appartenez, à condition que l'Europe soit réformée. Le principal problème de l'Europe, me semble-t-il, de l'Europe, de la construction européenne telle qu'elle a été définie, c'est le fait que ce soit une espèce de cadre sans contenu. On fait de l'Europe un cadre, mais il n'y a aucune substance, il n'y a aucun contenu, rien ne la définit en tant que telle. Personne n'ose la définir, d'ailleurs, et définir ce qu'est l'Europe et ce qu'est être européen. Donc, vous, dans ce sens-là, s'il y avait une réforme, quelle substance vous donneriez à l'Europe? Quel serait pour vous le contenu de l'Europe? Parce que vous êtes européenne, parce que vous êtes en Alsace. Oui, on est au cœur de l'Europe. Ça serait suicidaire de ne pas l'être là-bas. En fait, je pense qu'on l'a toujours été, mais il y a eu un amalgame qui a été fait entre l'Union européenne et l'Europe. Quand on regarde un petit peu la présidentielle, le discours était clair en interne, mais ce n'est pas ce qui ressortait de toutes nos interventions. Je vous invite à revoir le discours de Marine Le Pen de septembre à Fréjus 2018, où elle est très claire sur la définition de notre vision de l'Europe. Effectivement, il y a eu cet amalgame qui a été fait où on était contre l'Union européenne. Non, on est pour l'Europe. On est pour une Europe qui date pas de 60 ans, mais qui date depuis tous les temps. Et cette définition, on l'a remis noir sur blanc très récemment dans nos programmes. Quand on fait nos formations, on la réexplique. On est pour cette Europe, effectivement, pour la diversité des peuples, de la culture, des traditions. Mais quelle Europe déjà par rapport à ça? Est-ce que c'est l'Europe d'Athènes? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est la chrétienté? Est-ce que c'est les Lumières? Oui, parce que c'est trois choses, pas différentes, qui peuvent être complémentaires, mais chacun peut avoir sa définition par rapport à ça. Non, c'est pas chacun. Vous avez la vôtre, mais en tout cas, ça rejoint la vôtre. C'est-à-dire que c'est cette Europe-là, cette Europe où il y a toute cette diversité des peuples et de cultures, mais qui à un moment donné, il y a un socle commun. C'est ce récit civilisationnel qui est lié à la Grèce, à
Ulysse et Pénélope, à Rome avec Romulus et Rémus, à la Renaissance, au siècle des Lumières, et surtout, mais bien sûr, surtout à nos racines chrétiennes. Je veux dire, quand on se balade en Europe, on a la même cathédrale à Strasbourg comme à Vienne avec celle de Saint-Étienne, ou encore, voilà, à Chartres. Je dépassais les frontières. Pour là. faire plaisir à Romaric, c'est tout. D'accord. Ou alors la basilique Sainte-Marie en Cracovie. Donc voilà, c'est ça notre Europe. Et c'est celle-ci qu'aujourd'hui on veut protéger. Protéger contre la submersion migratoire, protéger contre le consumérisme nihiliste, où on voit effectivement qu'aujourd'hui on veut faire quoi de l'Europe ? Enfin, pas de l'Europe, oui. L'Union européenne veut en faire un grand supermarché, un Walmart. Et nous, on est contre cette vision de l'Europe qui aujourd'hui, cette vision, en plus, elle est rejointe par des partenaires européens. Et c'est avec eux qu'on veut s'allier et c'est avec eux qu'on veut créer cette alternative pour mettre un frein à ce rouleau compresseur de Bruxelles. Voilà. On va terminer par la question de Philippe Randa, si vous voulez bien, le repapa du livre Le Défi, qui sera dédicacé par l'équipe de TV Liberté. À la nouvelle librairie. Oui, le 28 mars, vous voulez me dire. C'est ce que vous avez dit. Il nous manque l'adresse. Allez, Philippe. 11 rue de Médicis. Ah ben voilà. Moi, je l'ai retenu. Oui, on annonce aux prochaines élections européennes, alors certains le craignent, d'autres l'espèrent, un tsunami des partis populistes en Europe. Partout, les populistes ont le vent en poupe. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, en tant que présidente du Rassemblement national, a déclaré qu'effectivement, il était vu cette espérance, il n'était plus question de sortir de l'Europe, mais peut-être d'influencer l'Europe de l'intérieur. Changement de stratégie, pourquoi pas, c'est tout à fait logique. Sauf que tous ces populistes en Europe n'ont pas forcément une vision et des intérêts communs. Et l'union, jusqu'à présent, ça a toujours été difficile, alors que les populistes étaient minoritaires. Si maintenant ils deviennent, sinon majoritaires, du moins très importants, est-ce que l'union sera vraiment facile avec des intérêts qui ne sont pas forcément communs? Il y a 3 groupes en plus. Notamment, il y a 3 groupes. Alors, le problème, est-ce que il reste quand même des souverainistes très anti-européens qui veulent faire exploser l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des populistes autrichiens, ce qui ne semble plus être le cas du Rassemblement national, ce qui n'est pas du tout le cas des populistes des léguistes italiens. Voilà, comment vous voyez les choses? Comment vous ne pensez pas que ça peut être une utopie, cette union des populistes? Alors déjà, le terme Parce que populiste, c'est pas un vœu même pieux. si populiste, je l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup la définition de De Villiers, qui dit que le populisme, c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. Et ce cri, je pense qu'il est partagé par nos partenaires européens. Quand on dit union, moi je dirais plutôt l'union des nationaux, où on a un socle commun, comme on l'a dit, c'est la défense de l'Europe. On partage ça. Donc forcément qu'il y aura cette union à un moment donné. D'ailleurs, elle existe depuis 2015, depuis que Marine a mis en place ce groupe ENL, Europe des Nations et des Libertés. On est 8 pays. Le but étant effectivement d'être plus nombreux pour pouvoir créer des alliances avec d'autres futurs partenaires. Mais c'est pas insurmontable et surtout ça existe. Aujourd'hui, effectivement, il y a des alliances qui existent avec, vous le savez très bien, avec Matteo Salvini. Il y en a d'autres avec nos amis autrichiens. Et du coup, ça va encore se développer. Et je pense que même, voilà, le fait de dire qu'on ne partage pas, peut-être on a effectivement des cultures différentes, on ne parle pas la même langue, on ne cuit pas les pâtes de la même façon. La carbonara, apparemment, quand on l'a fait en France et en Italie, elle est différente. Mais sur les thèmes principaux... Le problème géopolitique, les Ukrainiens, les Polonais vis-à-vis des Russes n'ont pas tout à fait la même vision l'Ukraine, que Marine aujourd'hui, Le Pen. on n'en parle pas, mais aujourd'hui, on parle très peu de ce qui se passe en Ukraine et c'est un vrai problème. Et là, l'Europe, qui parle de paix à tout va, a oublié l'Ukraine. Mais effectivement, le socle commun, c'est ce qui nous dépasse et c'est ce qui appelle à la définition de notre récit civilisationnel. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va lier et on va s'allier pour défendre ce qui nous dépasse. Dernière question, Philippe Randa. Oui, alors bien sûr. Tout à fait autre chose. J'ai noté les listes de sujets comme l'intelligence artificielle, le remplacement de l'homme par la machine, la marchandisation du ventre des femmes, l'indifférenciation des sexes, le féminisme de combat allant de pair avec un retour du puritanisme. Voilà plein de sujets
on n'entend pas beaucoup le Rassemblement national dessus. Alors, je vous C'est rassure. des sujets de société, tout En plus, ça. vous avez juste 1 minute pour en parler. Donc, vous Alors, voyez, le c'est- féminisme de combat, je vous rassure tout de suite, non. Le féminisme que j'appelle plutôt féminisme de salon, que l'on voit où elles se battent pour des choses qui nous semblent un peu futiles. Non. Par contre, puritanisme, alors est-ce que vous vouliez dire plutôt la montée du communautarisme qui est avec le burkini, le voile, là où effectivement... Sur le Burkini, on a entendu le Rassemblement national, Voilà, effectivement. ça, c'est effectivement, Enfin, là-dessus, on se prononce. l'intelligence artificielle, le L'intelligence artificielle, transhumanisme, bien sûr. c'est Alors, quand même des sujets qui, aujourd'hui, c'est des sujets qui ont nous émergé. intéressent. Forcément, on est dessus, puisque au sein des conseils régionaux, on a des dossiers qui viennent à être votés. Et c'est vrai qu'en partie, comme ce sont quand même des dossiers, ça relève de l'innovation. Moi, d'ailleurs, je suis dans ces comités. On est plutôt, pour l'instant, on est plutôt dans l'expectative, on regarde. On ne peut pas être contre l'innovation, mais effectivement, ça s'arrête là, effectivement, où il y a l'humain et... désacralisé, ou alors il est, par rapport à ce que vous disiez, la marchandisation des corps, à un moment donné, là, il faut s'arrêter. Donc la GPA, bien sûr on s'est prononcé sur la GPA. D'ailleurs, dans les 144 engagements présidentiels, on a bien inscrit noir sur blanc que nous étions contre la GPA, parce qu'on estime que l'allocation d'un ventre, c'est abominable. Et la PMA, La PMA, alors là aussi... ce qui est très différent. Ben, il faut la PMA pour toutes, donc ouverte, effectivement, là aussi on s'est prononcé, on n'est pas pour. Par contre, effectivement, la PMA telle qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui, oui, on ne va pas la remettre en question. Par contre, Dans un couple hétérosexuel, oui, mais dans un couple homosexuel, non. ben, pour l'instant, non. C'est ça, là, en fait, le non, bah problème, oui, bien monsieur. voilà, la problématique, elle est là. Mais est-ce qu'on a envie de supprimer moi, je suis maman. Est-ce qu'on a envie de supprimer un père ou une... Enfin, là, pour le coup, ça serait juste un père, mais est-ce qu'on a envie de ça ? Alors, les experts en la matière n'arrivent pas à se prononcer. On a des comités d'éthique, mais on n'a pas de réponse. Et comme on n'a pas d'expertise et de réponse, moi, je pense que le politicien, qui doit être pragmatique, doit se prononcer contre. Il faut, dans l'intérêt de l'enfant, il faut penser à eux. Donc oui, et à ces sujets, je crois que Marine, plusieurs fois, s'est prononcée et elle a été claire. Il y avait un autre sujet, c'était la marchandisation, la robotisation. Là aussi, je crois que quand on voit chez Auchan, du jour au lendemain, où ils proposent tout fièrement qu'il n'y aurait plus de caissière, moi, ça me pose problème. Moi, on ne veut pas de ça. On veut qu'il y ait effectivement de la robotisation pour améliorer des conditions de vie, mais pas pour supprimer, revenir en arrière et finalement imposer un modèle de vie qui ne va pas aller vers le mieux, mais en tout cas, on considère que ça ne sera pas un progrès. En fait, il y a de moins en moins de caissières, mais il y a de plus en plus de vigiles. Et encore, ça dépend où. Allez, dernière question, toute dernière question. On va redonner la parole à un autre jeune que vous, Philippe, Arnaud, Alors, libraire. question très simple et qui me regarde un peu. Question de libraire. Question très simple. Il y aura peut-être un petit piège, on va voir. Mais tout simplement, quel est le dernier livre que vous avez lu et pourquoi ? Offrez-lui le défi, qu'au moins le prochain, ça Voilà, sera celui-là. ça sera bien. Vous avez raison. Alors, je l'ai pas fini, il est toujours en cours parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais là, c'est Dalai Lama, c'est le cœur de la méditation, pour 2 raisons. J'ai été intéressée par le discours de Dalai Lama l'année dernière, en 2018. C'était donc vous. Prix Nobel de la paix qui en Suède annonce que l'Europe doit revenir aux Européens. Et il parle même du fait que les migrants doivent retourner chez eux. Alors voilà, il y a ça ça a été l'élément déclencheur. Et puis après, quand on a une vie, comme vous avez vu, je fais quand même pas mal de choses. Et j'ai pas le temps d'aller dans la forêt me ressourcer. Donc, Vous allez-vous dans la forêt, vous voilà. Semble-t-il. Donc j'apprends la méditation, j'essaye en tout cas. Voilà, ça m'intéresse. Ça me va. Ça vous va? Pas de piège? Ouais, ça va. Mais, C'était pas acheté à la librairie, mais tu en vends, oui, c'est ça Ah non, je vends Est-ce pas. que vous vendez le livre du Je Dalai l'ai Lama? acheté en librairie. Hein Je l'ai acheté en librairie, pas sur Ah bah en Amazon. librairie, c'est important. Ça, Voilà. c'est très important. Mais vous Même n'avez si pas c'est le chez livre un du de Dalai nos concurrents. Lama? Non, on peut pas avoir tous les livres, Marcel. Vous n'êtes même pas drôle. Allez, oui, oui. Pensez pour une prochaine réédition, on rajoutera un chapitre sur le Dalai Lama. Dalai Lama. C'est un brave homme. C'est très bien, c'est un brave homme qui dit n'importe quoi. Voilà, mais il ne faut pas l'inviter chez soi parce qu'il vous pique les rideaux, hein, vous avez remarqué. Bon, allez, on se retrouve dans quelques instants pour le premier sujet de cette émission de Bistro Liberté. Allez, Virginie Géraud.
La France est-elle à la casse ? Depuis plusieurs années, les phénomènes de saccage et de pillage s'intensifient en France. Voitures brûlées, magasins dévalisés, matériel urbain saccagé, écoles incendiées, la violence explose. Faut-il mettre en cause l'incurie des gouvernements, l'impunité des minorités souvent extrémistes, ou faut-il y voir un moyen simple et efficace de se faire entendre des pouvoirs publics et des puissants ? Voilà, avec Virginie Joron. La relève annoncée au Parlement européen, l'arrivée des nouvelles femmes d'une nouvelle génération au Parlement européen pour le Rassemblement national. Cela passera par notamment Virginie Joron qui est avec nous. Vous avez vu ce sujet, Dominique Régnier a déclaré il y a peu de temps, je crois que c'était dans le Figaro, la violence est désormais à la fois le message et le moyen de la médiation, de la médiatisation, pardon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Est-ce que vous considérez qu'il faut avoir recours à la violence ? Et je trouve que sur ce thème, Marine Le Pen est assez ambiguë aussi. Je pense que les médias aussi en profitent. Les médias mainstream en profitent pour aussi faire de l'audimat. Maintenant, est-ce que c'est un moyen de se faire entendre ? C'est une question. D'autant qu'on sait qu'on laisse pourrir un peu le mouvement. Et on sait qu'à un moment donné, ça va partir. Si on fait rien, si on ne fait rien pour arrêter, ça ne peut que continuer crescendo. On a bien vu l'acte 18, encore une fois, qui est parti dans tous les sens. Et on a l'impression qu'il y a quand même une stratégie derrière du gouvernement de laisser faire. Donc voilà, la violence, elle est là. Est-ce que c'est un moyen pour se faire entendre ? En tout cas, aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas de réponse du gouvernement. Donc l'objectif n'est pas atteint. Si je vote depuis 10 ans pour le Front National, pour le Rassemblement National, je gagne moins. J'ai moins obtenu de choses qu'en 10 manifestations avec les Gilets jaunes. Alors, je suis toujours déclassé, je suis toujours délaissé, mais là, bien, avec le recours à la rue, le recours à une forme de révolte qui peut passer par des formes de violence, ils ont gagné des primes d'activité, ils ont gagné des choses comme ça, et c'est pas fini peut-être. Alors, pour Ça n'a l'instant, pas encore été versé, mais enfin bon. moi, je le vois pas comme ça. Pour l'instant, effectivement, il y a quelques mesurettes pour essayer d'apaiser, mais concrètement, il n'y a rien eu. La question que je vous pose, Virginie Joron, est-ce que ça sert encore à quelque chose, les partis politiques, y compris le Rassemblement National, y compris la France Insoumise, y compris les syndicats, les corps intermédiaires, est-ce que ça sert encore là, dans la France qui est la nôtre aujourd'hui? Pour moi, pour l'instant, c'est la seule solution pour contrer l'engrenage de Macron. La seule solution, pour moi, c'est le bulletin de vote maintenant, le 26 mai, parce que 18 semaines où les gens sont dehors, où vous avez dit il y a quelques mesures, mais c'est des petites primes comme ça, par-ci par-là, où on réindexe. Le président va les rencontrer, on va rencontrer les Français alors qu'il était... À chaque fois qu'il y a un acte des Gilets jaunes, le lendemain, on a un ministre du gouvernement qui se prononce et qui dit, Madame Gouraud qui dit qu'il faut maintenant l'impôt sur le revenu pour tous. On a Madame Buzyn qui dit maintenant l'allongement du départ à la retraite. Et à côté de ça, on a toujours ces actes des Gilets jaunes. Il y en a des prochains, samedi prochain, il y en aura d'autres. Donc pour l'instant, le gouvernement n'a pas de réponse. Et les seuls, en plus de cette semaine, c'est quoi ? C'est des débats avec des intellectuels. Donc il a bien reçu le message 5 sur 5 des Gilets jaunes. Et demain, avec des enfants. Donc il est encore déconnecté de la réalité. Les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc effectivement, le seul moyen pour moi maintenant, puisqu'on lui a proposé 1000 fois des solutions, donc la dissolution de l'Assemblée nationale, et avec le retour à la proportionnelle, l'instauration du RIC, je veux dire, à un moment donné, il continue son débat qui n'est pas un débat, mais qui est un monologue, qui est même plutôt une campagne pré-électorale pour les européennes. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution. Donc pour moi, le seul moyen... L'Assemblée nationale, Virginie Joron, ça ne sera pas à la proportionnelle en même temps. Non, mais ça sera la suivante. Bien sûr, on est la prochaine étape. Mais c'est le but. Le but, c'est pas effectivement pour remettre les mêmes personnes avec le même système qui fait qu'aujourd'hui, la démocratie n'est pas vraiment est biaisée et n'est pas représentative. On va passer la parole au sociétaire. Francis Bergeron, si vous voulez commencer. Je dirais que par rapport aux violences que l'on voit actuellement, je crois qu'il faut faire litière d'une accusation que l'on a formulée contre le gouvernement, mais peut-être avons-nous tort, peut-être ai-je tort, mais on a beaucoup dit, et je crois que c'était
la vérité. Au départ du mouvement, on a beaucoup dit que le gouvernement instrumentalisait cette révolte de manière à faire figure de parti de l'ordre, de manière à pouvoir récupérer le vote des gens bien, le vote des beaux quartiers. Oui, des commerçants qui sont... Des commerçants. Voilà, et puis je crois que beaucoup de gens sont choqués, beaucoup de gens sont choqués par cette extrême violence, par ces saccages, par des voitures incendiées, par des choses comme ça. Par les agressions contre la police aussi. Ce sont des choses qui choquent. Mais je crois que cette accusation-là, que j'ai entendue, y compris de gens du Rassemblement national, je crois qu'aujourd'hui, elle a un peu du plomb dans l'aile, cette théorie, ou plus exactement, elle est moins vraie qu'au départ, parce que on voit bien que samedi dernier, il n'était absolument pas préparé. Il y en avait un qui était au ski, l'autre qui était en boîte de nuit. Et on n'imagine pas... Moi, j'ai du mal à imaginer le général de Gaulle en boîte de nuit moi non plus. 68. Moi aussi, ça aurait peut-être fait du bien, d'ailleurs. Oui, et même plus avec la générale. Oui. Et donc, je crois que ça, c'est un premier point où il faudrait peut-être arrêter de dire que nos dirigeants instrumentalisent ce qui se passe, parce que je crois qu'ils ne l'instrumentalisent pas ou plus, et qui sont actuellement en mode panique. En mode panique. On est dans un schéma où on voit d'ailleurs Je ne sais pas s'ils sont en mode panique. Comment Castaner essaye de... Je vous donne la parole. Comment Castaner essaye de s'en sortir en faisant le vide autour de lui, en prenant des sanctions, etc. Mais enfin, c'est incroyable. Alors, ce que je voudrais dire, et je vais peut-être terminer là-dessus rapidement, c'est de dire que il nous semble que l'une des erreurs du gouvernement, et qui explique aussi cette montée en puissance, ça a été de laisser, finalement, de mettre en accusation l'extrême droite, c'est-à-dire de ne pas nommer l'ennemi pendant plusieurs semaines, de dire qui était l'ennemi des mouvements d'extrême droite. Or, nous avons eu là une sorte de fenêtre de tir pour les groupuscules d'extrême gauche, pour les Black Blocs, les zadistes et les Antifa, et une situation extrêmement confortable. Ils étaient à la pointe de la violence, et en même temps, ce n'était pas eux qui étaient mis en cause, finalement. Je pense que ça, c'était une erreur du gouvernement. Mais je me trompe peut-être, et vous pourrez me corriger. Alors, déjà, oui, en termes de violence, je pense qu'il faut déjà... Bon, on est à Paris, je comprends très bien qu'on focalise effectivement sur les dernières violences parisiennes. Mais moi, je suis en Alsace, j'ai été sur les ronds-points encore il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de dérapage. Le vrai gilet jaune n'est pas violent. Après, à Paris, effectivement, il y a un mouvement qui s'est greffé, on les connaît, hein, les Black Blocs, qui sont là, effectivement, pour faire monter la mayonnaise et s'exciter et casser. Donc, c'est notre démarche, c'est notre violence. Mais à la base, les Gilets jaunes ne sont pas violents. Hein. D'ailleurs, on le voit très bien, on le voit très bien dans les dernières vidéos, ils sont plutôt pacifistes, ils sont dans le mouvement, et puis à un moment donné, vous avez des gens en noir qui sont là et qui cassent. Donc après, il y a peut-être pour certains, il y en a qui basculent, mais c'est pas le but et c'est pas le mouvement d'origine. Donc là, il faut vraiment pas... Et pour le coup, il ne faut pas faire d'amalgame. Les premiers médias, les politiciens, dès qu'ils peuvent nous remettre en place sur la notion d'amalgame, ils le font, mais pour le coup, pas pour les Gilets jaunes. Ça, effectivement, peut-être que ça les arrange au départ. Mais je pense aussi que vous disiez panique. Ils ne sont pas en panique. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu paniquer, Emmanuel Macron, en revenant du ski. Hein. Ni Castaner, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a demandé sa démission parce qu'on estime qu'il est responsable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré Monsieur Delpuech. Donc, ils ne sont pas en panique. Ils essayent de gérer ça comme ils peuvent. Ils attendent. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils attendent les élections européennes pour pouvoir... Et en attendant, ils essayent de faire un semblant de maintien de l'ordre en disant on laisse déraper et après, effectivement, peut-être, c'est ce qu'ils ont essayé de faire au départ en essayant de montrer qu'il y avait de l'ordre républicain, mais effectivement, c'était que contre les Gilets jaunes. Aujourd'hui, le problème qui se pose par rapport à samedi, c'est que je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment arrêté les Black Blocs. Ils se servent plutôt, à mon avis, des Black Blocs pour effectivement dénigrer ce mouvement, discréditer ce mouvement et essayer de couper ce mouvement. Mais ils n'ont pas compris que ces gens-là, ces Gilets jaunes, ils ont tenu 18 semaines et ils sont prêts à tenir encore 19 semaines. Jean-Marie. Le dimanche dernier, aux assises des Gilets jaunes, je peux vous dire que c'était très déterminé. Ah ouais. Jean-Marie Sangarce. Oui, moi je pense pas que
que le gouvernement puisse autant calculer les choses que ça, parce qu'on est dans une situation qui est finalement la conséquence d'une très longue attitude vis-à-vis de la violence. La violence de la rue est toujours à mettre en perspective avec la violence de l'État, ou l'absence de violence de l'État. Soit l'État est trop laxiste et ça permet à une certaine violence de prendre le pouvoir, soit il est trop violent, ou pas violent comme il le faut. Enfin, voilà. On connaît la définition de Weber qui dit que l'État, c'est justement le monopole de la violence physique légitime. Et ce qui s'est passé peut-être les 50 dernières années, c'est que le monopole de la violence légitime s'est décrédibilisé au fur et à mesure, sans doute à cause de l'expérience totalitaire, où on a vu des États utiliser la violence de manière abominable. Et du coup, peu à peu, on supporte de moins en moins la violence dite légitime. C'est-à-dire qu'on supporte de moins en moins, de toute façon, que, d'une manière générale, un flic tape, même là, il faudrait lui demander 1 milliard d'autorisations, de possibilités. Enfin, il y a une suspicion permanente quant à l'exercice de la violence de l'État. D'un côté. De l'autre côté, il y a une espèce de romantisme un peu kitsch, révolutionnaire de gauche, qui est que la violence du peuple serait toujours légitime. On est dans Delacroix. Et donc, la violence légitime est devenue du côté du peuple. Et puis, au fur et à mesure, quand la gauche a abandonné le peuple, la violence légitime est devenue du côté des minorités, parce que le peuple, il est toujours un peu suspect de fascisme, n'est-ce pas, puisque c'est lui aussi qui a amené au pouvoir les totalitarismes en question dont on parlait précédemment. Le problème de ces minorités, du coup, c'est qu'elles sont systématiquement martyrs, et il faut se rappeler qu'il y a quelques années, dans Libération, il y a eu une tribune intellectuelle qui est allée jusqu'à appeler à légitimer, pour le coup, la violence des banlieues qui tiraient avec des fusils à balles réelles sur la police. Donc il y a eu tous ces espèces de phénomènes, et je trouve que dans la question des Gilets jaunes, on se retrouve un peu avec tous ces aspects-là, c'est-à-dire que la police a le droit d'être violente avec le peuple si le peuple a été fascisé, parce que dans ce cas-là, c'est le mauvais peuple, on peut être violent avec lui, parce que là, c'est légitime. Sinon, mais c'est très ambigu, parce que du coup, à quel point il l'est ou pas, on ne sait pas trop. Donc, en même temps, c'est « Ah, mon Dieu, la police assassine le peuple ». Il y a eu sans aucun doute des dérapages par rapport à ça. Les Black Blocs, c'est intouchable, parce que c'est des héros, et que voilà. La racaille de banlieue qui vient dévaliser, c'est intouchable. Là, il n'y a aucun problème. Grenoble brûle, il n'y a aucun œil qui a été tombé entre-temps. Donc, en fait, on voit cette situation un peu aberrante, où en fait, c'est complètement absurde. Pragmatiquement, la manière dont la violence policière est exercée est complètement absurde. Mais d'un point de vue idéologique, c'est cohérent. Mais c'est cohérent avec quelque chose qui est devenu complètement délirant. C'est-à-dire, où est la violence légitime aujourd'hui ? Eh bien, les racailles, le Black Bloc et les flics, si c'est pour réprimer un peuple fasciste. Mais tout ça étant extrêmement arbitraire et difficile à définir. Philippe Randa, violence légitime pour les uns, violence illégitime pour les autres. Vous suivez la démarche intellectuelle tout à fait, mais Romaric. après avoir écouté ce qu'a dit Francis Bergeron et Romaric Sangar, pardon, j'écorche le nom. La grande question, c'est de savoir si cette violence, elle est orchestrée par le gouvernement ou si elle échappe au gouvernement. Alors, je vais faire juste un petit rappel historique des manifestations et de la répression policière. Je vais remonter jusqu'à Charles Pasqua avec Malik Oussekine, vous savez, où là, lui, il cartonnait les manifestants. Il y a eu ce drame de Malik Oussekine, malade, qui va manifester et qui se fait bastonner et qui en meurt. Et là, ça a traumatisé l'ensemble de la classe politique, où on n'osait plus, au gouvernement, faire quoi que ce soit contre les manifestants, parce qu'il ne fallait surtout pas un dérapage à la Malik Oussekine. Un enfant, un adolescent qui était mort, c'était terrible. Et puis, les politiques, avec François Hollande, ont vu autre chose. Ils ont dit, si la police ne doit plus utiliser la force contre les manifestants, il faut retourner les manifestants contre l'ordre et organiser les violences. Et on a vu sous Hollande, sous son quinquennat, organiser les violences, qui fait que là, on ne faisait plus rien. Et les Black Blocs sont apparus, c'est à ce moment-là qu'ils sont apparus. Et là, ils se sont mis à casser partout. Et là, la France entière a vu quoi ? La France profonde a vu des manifestants qui cassaient tout. Et ceux qui sont morts là-dedans, ce sont les syndicats. Les syndicats ont été complètement déboussolés par ça. Ils ne se sont toujours pas relevés. Les dernières manifestations au 1er mai, je ne sais pas si vous vous rappelez, les syndicats ont vu cette violence partout. La police qui ne bougeait pas. Et donc, c'était le mouvement syndicaliste dans son ensemble qui a été totalement désorganisé et qui n'avait plus aucune crédibilité.
Et aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe que ce mouvement des Gilets jaunes, que le gouvernement n'a absolument pas vu arriver, ces Gilets jaunes, c'est une France que la France d'Emmanuel Macron et des dirigeants ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas l'existence de cette France. Et face à cette France-là, qui a quand même fait plus de presque 300 000 manifestants l'acte 1 des Gilets jaunes, même il y en a un peu moins maintenant, mais il y en avait 300 000 à l'époque, ça les a complètement pris de court. Et à ce moment-là, il y a les violences qui sont arrivées. Au début, rappelez-vous, il y avait les racailles de banlieue qui venaient piller. Aujourd'hui, les racailles de banlieue, on les voit plus. Non, actuellement, c'est plus. Puis après, il y a eu les Black Blocs. Mais les Black Blocs, ils viennent pas tous les samedis. Ils viennent un samedi sur 2. Et est-ce qu'à une époque où il y a des caméras partout, tout le monde est fliqué, tout le monde est fiché, les gens se donnent rendez-vous par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les premiers avertis, c'est quand même la police. Brusquement, on s'aperçoit que des bandes entières arrivent, passent à travers les manifestants gilets jaunes et viennent casser, piller, brûler, et la police ne fait rien. Et la seule chose qu'on retient de la police, c'est un homme, certes boxeur professionnel, qui tout seul, sur un pont, fait reculer 25 CRS, qui, avec leur bouclier, leur casque, leur truc, reculent face à une seule personne, sans rien qui le fait reculer. Et tout ça, ça semble totalement mis en scène. Alors effectivement, le gouvernement espère que les gilets jaunes vont s'essouffler. Ça ne s'essouffle visiblement pas. Mais la violence en elle-même, elle est parfaitement manipulée par ce gouvernement. Ça l'arrange, mais ça l'arrange. Vous savez, ça me fait penser un peu, et là je vais faire court, ça me semble un peu à ce qu'on avait dit sur la fin de l'URSS, le gouvernement soviétique, qui pendant des années, un coup c'était la répression terrible, et puis après, hop, on laissait couler plus de libéralisation. Donc, on respirait. Et puis, quand ça, on respirait trop, hop, on retirait les rênes. C'est un peu comme un cavalier avec son cheval et les rênes d'un cheval. Un coup, on lui laisse de la longe et à un moment, on le retire. Et bien là, le gouvernement, c'est ce qu'il fait. Jusqu'où, c'est la grande question. Et jusqu'où l'attelage ne va pas lui échapper. C'est-à-dire les black blocs, les racailles, si brusquement le cheval peut... Tout le monde va arriver et va exploser. Moi, je suis très dubitatif sur cette théorie. En tout cas, aujourd'hui, à l'origine, certainement, il y avait une volonté de concentrer les votes ou les sympathies du Parti de l'Ordre. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est sorti de ce schéma-là. Je crois que le gouvernement, réellement, ne sait pas comment atterrir. Il y a un manque de stratégie. C'est bien possible. Sa stratégie a pu faire long feu. Je pense qu'il n'a même pas de stratégie parce qu'on est face à un mouvement social pacifiste à la base. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des racailles qui se sont greffées à un moment donné, mais comme ces racailles, comme vous l'avez dit aussi, c'est des gens que... Par définition, on ne va pas les chercher, on les laisse faire. Donc on a laissé faire, parce qu'ils ont... Et c'est là que je pense qu'il y a aussi peut-être une stratégie, ils ont essayé le pourrissement. Mais ça ne fonctionne pas, parce qu'à la base, il y a une vraie revendication sociale et fiscale pour lesquelles ces revendications, aujourd'hui, n'ont pas de réponse. Et vous avez des mouvements, on va dire, des clients que l'on connaît depuis des années, comme les racailles, à un moment donné, qui sont venus faire leurs courses. Aujourd'hui, ce sont les Black Blocs, les Antifa, parce que, voilà, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pris un peu de... peut-être par entretien du corps ou pas, en tout cas, ils se sont fait plaisir la samedi. Et en face, on a, pour moi, pas de stratégie, parce que, comme vous l'avez dit aussi, avec la mort de cette personne, ils ont eu peur. Donc, en termes de gestion aujourd'hui, et c'est ce que j'ai plus ou moins cru comprendre, c'est que oui, il fallait, à un moment donné, il y avait cette stratégie de casser du gilet jaune pour couper le mouvement, mais ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Et avec l'intervention de toutes ces dites minorités ultra-gauche, le mouvement a repris. Et pour le coup, là, on laisse faire, on ne sait plus quoi faire. Donc là, il y a eu quelques propositions dites de maintien de l'ordre, mais ce n'est pas la réponse. Et puis en plus, je pense que les policiers, c'est les boucs émissaires de ce mouvement. Ils sont au front depuis 18 semaines, mais aussi, il faut quand même se rappeler, toute l'année 2018, il y a eu plein de manifestations. Donc la fatigue, on a essayé à un moment donné de tarir la grogne en augmentant, leur donnant des primes. Et aujourd'hui, beaucoup aussi de policiers se retrouvent dans les revendications des Gilets
jaunes. Donc en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et surtout, un gouvernement qui aujourd'hui, il n'a pas de réponse. Et avec le beau temps qui va revenir, une gestion de la violence qui n'est pas encore définie. Pour moi, elle n'est pas définie. C'est pas, comme vous l'avez dit, pas Castagnard. Il ne peut pas être partout, monsieur, en boîte de nuit et à réfléchir à une stratégie avec de la vodka. Donc, à un moment donné, on se retrouve tous coincés. C'est pour ça que, comme je l'ai dit en préalable, c'est que pour moi, la seule solution, ça va se voir dans les urnes. Vous êtes intéressé aux questions de violence très rapidement. Si, à l'égard des Gilets jaunes, j'ai bien compris, votre mouvement veut apporter une réponse sociale. Restera quand même la difficulté d'un millier ou 1500 Black Blocs qui sont capables de se masser, de la racaille qui, dans les banlieues, et comme on l'a vu à Grenoble pendant des jours, en toute impunité, peut agir. Ouais. Et ça, est-ce que vous auriez, une fois que vous êtes au pouvoir, la capacité de rétablir cet ordre? Est-ce que vous pensez que c'est possible, ou est-ce qu'on est passé dans une phase insurrectionnelle? Cette tentation insurrectionnelle ne permet pas, avec l'armée, la police que nous avons, d'y faire face. Les gens se disent ça, ils disent, oui, même si on avait l'armée, on n'y arriverait pas. Il faut rétablir l'ordre républicain, il faut récupérer tous les pans de la République qui ont été délaissés. Il faut supprimer la loi Taubira-Belloubet où on s'est rendu compte que dans les prisons, c'était le Club Med. À un moment donné, le laxisme judiciaire a fait qu'aujourd'hui, on est à cet état de fait. Et aujourd'hui, les délinquants, ils savent, en fonction de leur étiquette, on va dire, de banlieue ou tout en noir, ils savent qu'il y aura pas il y a l'impunité pour eux. Donc, tant qu'on est dans cet esprit-là, effectivement, de laxisme, il y aura pas, ça va continuer. Au contraire, c'est comme tout. S'il n'y a pas de sanctions, si on sait que derrière il se passera rien, on continue et de pire en pire. Donc, effectivement, nous, dès le départ, ça fait partie de notre ADN, la sécurité et la justice, et surtout qu'on arrête tout de suite ce laxisme judiciaire. Moi, quand j'ai fait mon mémoire sur les violences urbaines, j'ai fait un chapitre tout entier sur la répression. Un jeune, c'était les violences urbaines et crise de l'état de droit, c'était le nom de mon mémoire, et le diagnostic était le suivant, c'était qu'il y a un délitement à tous les niveaux en termes associatifs, la police aussi, qui déjà à l'époque, il y avait un très fort taux de suicide parce qu'il y a un vrai malaise policier, et il fallait des réponses d'ordre et de répression. Et aujourd'hui, on déresponsabilise le jeune, qu'on appelle toujours jeune, on ne responsabilise pas les parents et on a effectivement cet état de violence et surtout de sentiment d'impunité. Je pense qu'aussi ça c'est une des revendications des Gilets jaunes. Ils ne comprennent pas effectivement que eux, en étant pacifiques, ils se prennent du gaz, de LBD et à côté de ça, vous avez toujours les mêmes avec leurs casquettes qui font leurs courses et qui repartent chez eux tranquillement. Alors, je vais donner... Arnaud Danjou. Je vous ai donné la parole en dernier sur ce sujet-là parce que vous avez, un témoignage à apporter aussi, puisque vous avez été victime de cette violence inouïe de l'extrême gauche la plus virulente, puisqu'elle s'en est pris lors d'une manifestation de Gilets jaunes à une librairie, ce qui existe. Je dois dire que je n'ai, moi, pas le souvenir qu'on puisse s'attaquer aux livres, à la librairie, comme cela. Et vous avez dû, il faut le dire, courage, votre Gauthier, je crois, aussi. Et mon collègue Gauthier, bien sûr. De Gauthier, de pouvoir, à la fois protéger les livres, et puis aussi vous protéger, c'était moins une. Vous avez vu cette violence? Protéger les clients, en plus. Protéger les clients, bien sûr, mais en fait, cette violence, moi, ça peut être un peu décalé, mais je voudrais faire un aparté sur ce sujet pour dire que quand on regarde un peu à l'échelle du temps long de l'histoire, même ne serait-ce que l'histoire du XXe siècle, en fait, là, on parle de violence avec quelques vitrines cassées, quelques dégâts corporels aussi, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais quand on regarde à l'échelle de l'histoire humaine, en fait, on vit quand même dans la société du spectacle, comme l'a décrit Guy Debord, un très bon essayiste. Et en fait, là, on parle vraiment que de quelques vitrines, de quelques portes. Tout ça, c'est des choses déjà qui sont réparables, contrairement aux dommages corporels qu'ont pu subir certains gilets jaunes. Mais c'est quelque chose d'assez minime. Alors, c'est quelque chose qui est monté en neige aujourd'hui parce que les gens, notamment après cette grande période des 30 Glorieuses qu'on a eue, n'aiment pas la violence, en fait. Parce que justement, ça vient troubler l'ordre, ça vient troubler le marché. C'est un peu cette vie aseptisée qu'on nous promet et qu'on nous vend avec du confort matériel dans les supermarchés. Il y a du bon dedans. Je ne dis pas, mais voilà, cette violence, je pense qu'on peut un peu essayer de redescendre d'un ton pour regarder lucidement. C'est pas super violent non plus, d'une. Et de deux, je pense que pour avoir vécu quelques manifestations de Gilets jaunes, on peut trier en deux types d'ordre les violences. Vous avez les violences qui vont viser des cibles institutionnelles, comme peuvent l'être, ou des bâtiments publics.
D'accord, donc vous avez eu des préfectures, voilà, des symboles du pouvoir. Donc vous avez les préfectures, même des banques qui sont du coup assimilées à l'oligarchie macronienne. Donc vous avez les banques, même du matériel humain comme des abribus, des colonnes Maurice, des choses comme ça. Et après vous avez les violences contre, on va dire, les petits commerçants, les commerces privés. Donc on a vu pas mal de bars de restaurants, effectivement, puisqu'il y en a beaucoup dans les rues, ou d'autres choses, des kiosquiers. Ça c'est deux choses différentes parce que je pense que oui, s'il y a des gilets jaunes pacifistes, il y a aussi du gilet jaune de la population française qui peut totalement se révéler violente quand elle en a absolument marre. C'est ce qui s'est passé, notamment regarder les radars, etc. On peut dire que c'est une forme de violence, c'est imposer sa force. Et en fait, eh bien, vous avez donc ces deux types de violences. Donc les gilets jaunes qui ont pu, j'en ai vu en manifestation, qui ont pu être violents bien sûr contre des bâtiments publics, des choses qui représentent l'ordre, et ce que je trouve assez légitime de leur part. Et ensuite vous avez la violence contre le petit commerçant. Ça, je pense que généralement le gilet jaune, il le fait pas trop. Ça c'est beaucoup. Il le comprend pas parce qu'en fait il est lui-même souvent petit commerçant. D'ailleurs, notamment dans les premiers actes où on a vu qu'en fait c'est parce qu'il y avait beaucoup plus il y avait beaucoup de Parisiens, mais il y avait aussi beaucoup de gens venus de province. Après les gens sont plutôt restés dans leur coin, et ce qui est très bien d'ailleurs. Mais sur le type de violence envers les commerçants, etc. Là, on a beaucoup vu notamment des racailles de banlieues franciliennes venir faire leurs courses, comme vous avez dit, Virginie Joron. Et on a aussi vu, là, effectivement, toutes les bandes, ce qu'on appelait les appariteurs, c'est-à-dire les bandes d'extrême gauche qui servent le pouvoir et qui sont d'ailleurs notamment souvent infiltrés par des agents de la police. On a vu beaucoup de vidéos où vous avez les agents qui remettent leur brassard orange de sécurité en réintégrant les rangs de la police. Ça, c'est pas une fake. Après, vous pouvez regarder toutes les vidéos, c'est pas une fake news, vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez sur le sujet, Martial, sur Internet. Ça se voit, j'en ai vu même de mes propres yeux, mais si les gens préfèrent regarder des vidéos, il n'y a aucun problème. Et donc au final, cette question de la violence, cette violence, elle est coupée en deux. Il y a deux types de violence, un qui est plus légitime qu'une autre, et voilà, tout simplement. Donc après... Et dans cet aspect sur la nouvelle librairie, parce que c'est vrai que vous avez voulu créer un pôle des droites et de la réaction, entre guillemets. La construction. La construction, oui, mais c'est moi la réaction. Laissez-moi mon terme, ça me fait du bien de le dire. Mais j'ai pas peur, la réaction, c'est la vie. Donc de construction de ce pôle de résistance dans le quartier latin, et c'est ça qui visait directement. Ah oui, on a eu plusieurs emmerdements, on va dire, depuis le début. Je dis, on est au bistrot, après tout. Zemmour a été attaqué une fois. Oui, dans nos différentes dédicaces, effectivement, on a eu pas mal de problèmes concernant notre vitrine, etc. Après, la question, voilà, on le sait, c'est comme si on le savait. On sait très bien qu'à partir du moment où on crée un pôle de résistance comme ça, en cœur du quartier latin, à côté notamment d'anciens bastions pourvoyeurs d'hommes de gauche comme ont pu l'être la Sorbonne ou les universités du coin, on savait que ça allait pas être de tout repos. Après, voilà, une fois qu'on est là, on fait face simplement. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée qu'on me dit souvent qu'un black bloc, quand il est plus en noir, cette année, il est un étudiant de Sciences Po? Il y en a, oui. Je pense qu'il y en a. D'accord, ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette histoire de violence? Est-ce que comment on en sort? Parce que je vous ai entendu me dire il faut repartir aux élections. Je ne sais pas, je ne vois pas les gilets jaunes dans les ronds-points, etc. J'ai été aux assises organisées par Pierre Cassan des gilets jaunes, il y en avait des centaines. Bon, je n'ai pas vu des pancartes, des élections. Non, mais je pense qu'il faut un moment... Y compris même des européennes, pardonnez-moi. Non, mais effectivement, alors je ne vais pas donner les réponses à Macron. Il a fait l'ENA, il a plein de conseillers pour donner une réponse. Mais en plus de lui en donner s'il a fait l'ENA. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter l'entre-soi, il faut arrêter le monologue, il faut arrêter de faire croire qu'on s'intéresse vraiment à la cause des Gilets jaunes, parce que je pense que c'est ce qui fait. Si vraiment on veut que ça s'arrête, on prend des mesures concrètes et pas des mesurettes. Comme en mai 68, à un moment donné, il y a eu des accords de Grenelle à l'époque, et avec un remaniement du gouvernement, avec des réponses concrètes pour montrer qu'il y a un intérêt sur ce mouvement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Macron, il prend des mesurettes parce qu'il n'a pas pris finalement la mesure du mouvement. Donc c'est des petites mesures par-ci par-là, je t'endors encore un petit coup. On l'a vu dès le début, sa première intervention télévisée, mais oui. C'était incroyable. Dont il ignorait l'existence. Exactement, et en plus, le peu de fois qu'il s'intéressait à eux, c'était pour les mépriser.
Donc parce que il a été très maladroit. Mais alors, une fois, je veux bien, mais ça a été pendant les 18 premiers mois de son quinquennat, ça n'a été que ça. À traiter les gens de feignants, d'illettrés, les Gaulois réfractaires. Quand on veut trouver un travail, il n'y a plus qu'à traverser la route. Enfin, il y a eu un mépris pendant 18 mois, plus tout ce matraquage fiscal et social pendant 18 mois. Donc, au début, 17 novembre, cette première manifestation qui n'a pas pris effectivement au sérieux. Finalement, il ne l'a pas pris au sérieux, il ne s'est pas rendu compte. Effectivement, lui, il était encore dans sa tête. À ce moment-là. Il aurait pu, effectivement, tout, parce que c'était le mois de novembre, décembre, même ça aurait pu s'arrêter juste avant Noël, parce qu'il y avait déjà une petite baisse de régime. Mais non, ça a continué, et parce qu'il n'a pas pris la mesure du mouvement, parce qu'il est hors sol, déconnecté. Et tous ces ministres sont pareils, tous ces députés ils sont pareils, ils sont pas là. Et je me rappelle, je pense qu'il est encore... mais le pire, c'est qu'après 18 semaines, de mouvement social, comme on a pu voir aussi toutes ces violences, on voit encore Macron au ski. Enfin, moi, ça m'a choqué. Je pense qu'il y a un amateurisme. C'est un amateurisme. Alors, lui, de côté, c'est un amateurisme. Il n'a pas le droit à 48 heures de vacances. Non, mais attendez, je suis désolée, tout le monde... Non, mais tout le monde le savait. Tout le monde... Non. Après 18 semaines... Je sentais que j'allais relancer le débat. Non, mais après 18 semaines, tout le monde savait que ça allait être un gros mouvement. Enfin, je veux dire, les services de renseignement le savaient. Tout le monde était au courant. Que les Black Blocs allaient arriver. Tous à Paris. Parce qu'en plus, ils ne sont pas venus que de France. Ils sont venus d'Allemagne. Ils sont venus de Belgique. Donc ça veut dire que les services de renseignement savaient très bien que ça allait partir dans tous les sens. Non, qu'est-ce qu'on a ? On a un Macron, parce qu'en plus, qu'il aille au ski, pourquoi pas ? Mais faire prendre en photo et faire une petite conférence de presse pour montrer qu'il est au ski, pardon, mais c'est du foutage de gueule. Et les écrans de télévision avec à gauche les Champs-Élysées en ce qui est drôle, c'est à droite Macron au ski. Voilà, il skie. Et en plus, on a toujours les mêmes là, qui essayent de sauver un peu les meubles. Aurore Berger qui dit non, moi je ne l'ai pas vu au ski. Alors voilà, c'est le nouveau monde, mais complètement à côté de la plaque. Et c'est très, très grave parce qu'on est à la 18e semaine. Les temps beaux vont arriver et c'est pas prêt de s'arrêter. Allez, Black Bloc, le Bernard l'ermite des Gilets jaunes. Voilà, ça c'est le premier dessin de notre ami Ignace. Ensuite, Sarko dépité. On voit le Fouquet's. Il ne respecte même pas nos monuments historiques. Et puis, casseurs d'extrême droite, on ne les a pas trop vus exhiber des portraits de Jeanne d'Arc. Ça, effectivement, ça n'a pas été ce type de portrait. Macron n'épargnera pas les Gilets jaunes samedi prochain avec PV et LBD. En effet, on annonce des amendes de 135 €, plus bien évidemment des éborgnés comme de coutume. Arnaud d'Anjou, ça c'est pour retrouver nos sociétaires, lance un appel aux casseurs de sa nouvelle librairie. Achetez et lisez nos livres, ça rend intelligent. On est d'accord. Romaric Sangarce de l'Incorrect, casseur de bien-pensance. Ça vous va, ça ? Oui, pourquoi pas. Au figuré, bon, justement, ça fait mal, dit le politiquement correct. Voilà, ça c'est pour vous. Francis Bergeron, prêt pour casser la dynamique Macron. Présent, Macron, démission. Ça, je crois que vous avez fait la une 27 fois. Parce que c'est un jour sur deux, Macron démission. Oui, on va passer à deux éditions par jour, pour le dire 2 fois. 2 fois. Martial Bill de Bistro Liberté. Mais c'est pas possible. Un casseur qui s'assume. J'aime casser du blanc avec de la crème de cassis. Bon, voilà, ça va beaucoup mieux. C'est bon, vraiment. Philippe Randa d'Euroliberté, casseur d'européisme. J'ai des étoiles plein les yeux en ayant foutu une baston à l'Union européenne. Voilà, ça vous va aussi ? C'est parti. Et Virginie Joron du RN, anti-casseur et anti-dysfonctionnement. Macron, casse-toi. Eh ben, c'est sur ces très bonnes paroles qu'on va se retrouver. On va regarder ensemble ce que vous faisiez à 20 ans. En 1993, Virginie Joron, vous avez 20 ans lorsque la dernière mine de fer de France, à Moyeuvre-Grande, arrêtait son exploitation. En Lorraine, on retrouve des traces de l'activité métallurgique datant de l'époque romaine. En 1956, les 6 hauts fourneaux produisent 425 000 tonnes de fonte.
Les mutations technologiques avec le four à arc électrique, l'arrivée de nouveaux matériaux comme le plastique, la faiblesse de nos investissements ont eu raison de la dernière mine de France. La fermeture des mines et des usines a entraîné une catastrophe sociale. C'est un traumatisme important, bien au-delà de la disparition des emplois. En tant que présidente du groupe RN à la région Grand Est, vous avez dû être sensible à l'annonce le 17 décembre 2018 de la fermeture du site de Florange par ArcelorMittal. Quand on parle du loup, le loup pour les peuples européens, c'est bien entendu Bruxelles avec, en 1993, l'entrée en vigueur du grand marché unique européen le 1er janvier et celle du traité de Maastricht le 1er novembre. En fait, Maastricht, c'est l'étape intermédiaire entre le traité de Rome, respectueux des nations, et la Constitution européenne de 2005, qui est un instrument de la mondialisation dont les Français ne voudront pas et qu'on leur imposera. C'est bien connu, l'histoire bégaye. C'est particulièrement vrai pour l'Algérie lorsque l'on compare 1993 et ce début d'année. En 1993, un bras de fer entre les islamistes et le gouvernement sévit depuis 2 ans et durera 10 ans. Des observateurs indépendants parlent de 15 000 personnes tuées par an. Le conflit commence en décembre 1991 quand le gouvernement annule immédiatement les élections législatives lorsque le Front islamique du salut arrive en tête. Elle se terminera en 1999 par l'élection d'un nouveau président, Abdelaziz Bouteflika. 20 ans plus tard, avec le scrutin du 18 avril 2019, le problème se repose avec une jeunesse très mobilisée qui représente 54% de la population. Ce nouveau conflit n'est pas sans conséquences pour notre pays, qui risque bien de voir arriver une marée algérienne. Moi, j'exagère. Le journal Le Parisien a relayé une étude montrant que 15 millions d'Algériens sont en mesure de résider en France au titre de la binationalité ou du regroupement familial. Ça va être la fête! En 1993 sortait Jurassic Park est un film de Spielberg qui raconte la création d'un parc d'attractions où sont ressuscités des dinosaures. Le film est devenu le plus gros succès financier jamais réalisé jusque-là. Les critiques saluent les effets techniques, mais restent mitigés sur le scénario de cette fiction. Une fiction ? Pas depuis cette semaine où des biologistes japonais ont réussi à injecter dans une ovule d'éléphante une séquence ADN d'un mammouth disparu il y a 28 000 ans. Ils espèrent arriver au clonage bientôt. L'autre succès est bien franchouille. Bon, vous le savez maintenant, je veux parler des Visiteurs. Réalisé par Jean-Marie Poiré, le film raconte l'histoire de 2 hommes, le comte Godefroy de Montmirail et son serviteur Jacouille la Fripouille, transportés dans le temps du Moyen-Âge à nos jours. Bien entendu, nos 2 compères retrouvent dans les temps modernes leurs descendants dont les positions sociales sont inversées. Plus généralement, le film fait rire sur l'anachronisme des perceptions. Oh, pourquoi ça pue? Fou, dis! Oh! Mais sire! Un sarrasin! Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, mais sire, venez voir! Clavier et Jean Reno renouent avec le comique d'antan des Bourvil, Blier et de Funès. Un vrai bonheur. En 1993, Michel Sardou se produit à Bercy du 19 janvier au 8 février et il est à ce moment au firmament de sa carrière. Sardou est un personnage clivant qui gêne d'autant plus qu'il est populaire. La chanson Si les ricains n'étaient pas là sera censurée un moment. Avec le temps des colonies, Sardou se voit accusé de faire l'apologie d'un colonialisme primaire et raciste. Les radios refusent de diffuser le titre. Je suis pour est une chanson qui évoque un père dont l'enfant a été assassiné et qui clame à corps et à cri « Tu as tué l'enfant d'un amour, je veux ta mort, je suis pour ». Le titre sort en pleine affaire Patrick Henry et met définitivement le feu aux poudres, Sardou se voyant accusé de faire l'apologie de la peine de mort. Il n'est pas étonnant que ce soit le chanteur préféré de Jean-Marie Le Pen, avec notamment Alors, la fermeture de la dernière mine de France, Maastricht, la guerre civile algérienne, mais aussi les sorties de Jurassic Park et des Visiteurs, ainsi que l'apogée de Sardou. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? Alors, madame,
Vous aviez 20 ans il y a peu de temps. Ouais, Qu'est-ce que vous faisiez à l'âge de 20 ans? Déjà, ça me rajeunit pas tout ça, parce que j'avais carrément oublié tous ces sujets. Le temps passe vite. Qu'est-ce que je faisais à mes 20 ans? J'étais à Nice, étudiante en droit. Et d'ailleurs, je crois que oui, j'avais raté ma première année. Mais bon, je le vivais bien. Qu'est-ce que vous faisiez? Parce que l'invité précédent, Michel Drac, qui était à cette place il y a 15 jours, nous a expliqué qu'il passait son temps à faire la fête et à boire. Est-ce que vous étiez, comme tous les étudiants de droit, c'est-à-dire en train de boire? Vous avez fait du commerce, donc ça vous... Non, c'est après que j'ai bu. Ça vous concerne aussi, d'accord. Non, c'est après, plus tard, que j'ai bu. Mais non, j'étais sérieuse. J'étais sérieuse parce que comme j'ai découvert assez tard l'attrait des études, je me suis accrochée. Vous avez raté votre première année alors que vous buviez même pas? Non, c'était en plus. Non, mais c'est vrai. Il a raté en buvant quand même. C'est au RN qu'on vous fait boire? Non, même pas. Il faut boire pour réussir les études, non? J'ai cru que vous alliez dire qu'il faut boire pour être au RN. J'ai cru que vous alliez dire ça. Là, je me suis dit, là, ça va partir en vrille. Non, mais je découvrais Nice par contre parce que je viens de Fréjus à la base et je découvrais Nice, donc c'est peut-être ça. Et le cours Saléa, je sortais mais je buvais pas, je fumais pas non plus, plutôt sérieuse. J'ai fait beaucoup de sport avant, donc mais ouais, plutôt 20 ans. Mais voilà, en 93, j'avais complètement, je sais passer à côté. Donc bon, pour revenir au sujet. Les dernières mines de Lorraine, voilà, effectivement maintenant je le vis, je le vis vraiment en direct parce que on subventionne la reconversion d'ArcelorMittal. Effectivement, les deux derniers hauts fourneaux ont été fermés il n'y a pas longtemps, donc on soutient la transition de cette mine. Alors il y a un décalage parce que quand on intervient sur ce dossier, qu'on voit les chiffres d'affaires d'ArcelorMittal au niveau mondial, c'est une entreprise qui fait des bénéfices. Et là, on maintient par des subventions de l'État, de la région aussi, ce site, alors que quand on regarde ailleurs, ils font des chiffres énormes. Donc voilà, la mondialisation, c'est ça. Et on ne peut pas les laisser tomber parce qu'il y a des emplois. Il y a à peu près 2300 emplois encore sur ce site. Mais voilà, on maintient... C'est Florange, oui. Et donc, on maintient ce site. Et là, leur activité, c'est essentiellement de la dépollution. Alors jusqu'à quand? Voilà, une fois que le site sera dépollué, voilà, ça va tenir 5 ans, mais c'est pas pérenne. Voilà, pour le coup, sur ce sujet. Mais ensuite, par rapport au traité de Maastricht, alors moi, c'est vrai que dans ma tête, j'étais restée sur 92, sur le référendum. Je me souviens à l'époque, vraiment, comme j'étais étudiante en droit, mais je n'étais pas plus intéressée que ça par l'Europe à l'époque. Mais j'étais déjà attirée par la politique et j'écoutais les discours de chacun. Il y avait une cohérence, par exemple, cohérence de vision, déjà par rapport à notre parti, enfin mon parti aujourd'hui, ma partie intérieure, où déjà Jean-Marie Le Pen était foncièrement contre. Et aussi, parce que je regardais ce que faisait la droite à l'époque, une cohérence par rapport à cette vision que présentait le traité de Maastricht, où en fait on était plus souverain à terme. Et à l'époque, c'était, je me rappelle, Pasqua, qui était le parrain de mon futur après DESS, qui était foncièrement contre. Et donc là, on voit le décalage aujourd'hui entre, à l'époque où ils ont défendu cette vision gaulliste, et aujourd'hui, tous les LR se réclament du gaullisme, mais ils ne défendent plus du tout cette vision. C'est fini. Ils ont oublié tout ça. Alors qu'en revanche, nous, on reste cohérents par rapport à notre vision. Cohérent. Voilà, vous étiez heureux de voir le Brexit. On vous voit quand même beaucoup plus raisonnable, raisonné. À un moment donné, en politique, il faut être pragmatique. On a eu un signal lors des élections présidentielles. On a eu 2 signaux. On a vu que nos électeurs n'étaient pas prêts à sortir comme ça de but en blanc. Et quand on fait de la politique, effectivement, on défend un programme, on défend une ligne. À un moment donné, si on représente des électeurs, et il faut les écouter. Donc on les a entendus. Donc effectivement, maintenant, on a un petit peu réévalué notre position. Effectivement, ça fait partie de la souveraineté, et comme on défend la partie monétaire, on défend aussi ce gros pan qui fait l'Union européenne. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Et la deuxième donnée qui est nouvelle, c'est le fait que, on l'a vu, notre vision est partagée par d'autres pays. On est plus fort. Donc c'est pour ça, quand on a commencé l'émission comme ça, on veut réformer de l'intérieur. On veut
modifier ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'on a vu effectivement le résultat, c'est l'échec et même la défiance, parce qu'on n'est pas les seuls dits eurosceptiques. On est plutôt, moi je dis, on est plutôt dans le réel, on est plutôt dans euro-réaliste. Donc à un moment donné, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut le modifier avant de le casser. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire avec nos partenaires européens. Et voilà, donc voilà la situation actuelle. Et l'Algérie, alors l'Algérie, vous êtes à Nice à 20 ans, l'Algérie, elle s'invite en face de vous, et même à côté de vous des fois. Moi, je me souviens beaucoup. À Fréjus, qui est maintenant une ville de chez vous. Oui, et Rennes, bien effectivement, avec David Rachin. À l'époque, c'était François Léotard. Effectivement. L'acteur. L'acteur. oui. Quelqu'un de la politique. C'est ça, exactement. Avec ses grands murs, lui aussi, qui a eu quelques affaires qui l'ont poursuivi. Il a été mis hors de cause, je crois. Oui, il a été mis hors de cause, je crois. Oui. J'en sais rien. Je ne sais plus, mais bon... J'aime bien son frère. Donc, alors là, donc l'Algérie, avec les réminiscences aujourd'hui, est-ce qu'on voit bien un homme comme... de pied noir, en plus. Voilà. Et là, aujourd'hui, on voit Bouteflika qui s'accroche à son siège, si j'ose dire. Ce qui est intéressant, c'est le fait que... Moi, je retiens aussi une chose par rapport à ces 20 ans, c'est qu'à l'époque, effectivement, il y avait... Moi, je me souviens, pendant 10 ans, tous ces attentats, vraiment la création de la cellule antiterroriste en 93-94, où vraiment on a mis ça en place, où tous les jours, on regardait la télé, on avait des attentats et on ne voyait pas de solution. Et aujourd'hui, moi, ça m'interpelle. Ce qui m'interpelle, c'est que on a une affaire là, qui est très récente, où à cette époque, effectivement, il y a eu une vague migratoire qui sont venus chez nous à cette époque, et se réclamer d'un visa, se réclamer de droit d'asile ou pas. Et ils se sont rendus compte là, dernièrement que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle a voulu expulser un islamiste qui en 90 était fiché en Algérie islamiste et donc potentiellement dangereux, qui est donc venu chez nous. Donc c'est ça la difficulté avec effectivement ces nouveaux conflits actuels, c'est qu'il va y avoir potentiellement cette vague de gens qui vont arriver, et toujours à l'intérieur, on ne sait pas qui va venir chez nous. Donc effectivement, Marine a dit il n'y a pas longtemps qu'elle voulait, en attendant de savoir où on va, en attendant qu'il y ait un réel calendrier pour l'Algérie, de stopper tous ces visas, de stopper toutes ces demandes d'asile potentielles, pour éviter effectivement déjà cette submersion. Déjà, comment on n'arrive pas déjà à loger nos SDF, donc on va les mettre où? On va en faire quoi? On n'a pas les moyens de les accueillir, et aussi potentiellement, est-ce qu'il n'y aurait pas encore des islamistes parmi cette vague d'Algériens? Parce qu'on a eu le cas, c'est un cas concret, là, c'est la CEDH l'année dernière qui a condamné la France parce qu'on a voulu renvoyer un djihadiste. Allez, on va passer directement, sans transition de Bouteflika aux dinosaures. Est-ce que, à ce moment-là, vous êtes à Nice, vous allez dans l'avenue Jean Médecin, il fait beau, il y a le cinéma qui est là. Est-ce que vous allez voir quoi? Jurassic Park? Il y a un mammouth au milieu. Il y a un mammouth au milieu. Vous allez voir Jurassic Park ou est-ce que vous allez voir les visiteurs? Est-ce que vous vous intéressez à la biologie japonaise, bien sûr, qui a réussi à injecter, nous l'a dit Arnaud Soyer, une ovule d'éléphante, une séquence d'ADN de mammouth d'environ 28 000 ans. Hein. Donc, est-ce que tout ça, ça vous passionne ou est-ce que ça vous laisse, ou ça vous effraie? Non, ça m'effraie un peu des fois. Pas plus que ça, c'est du loisir et comme dit, j'ai pas vraiment le temps de... Vous passiez devant, directement la plage, directement la fac. Ça serait plutôt pour me détendre, ça serait alors voir les visiteurs pour rigoler un coup, autant perdre du temps mais pour rigoler. Donc je préférais les visiteurs. Bon, les Jurassic Vous n'avez Park... pas été la seule, hein 20 millions je crois de personnes. Les Jurassic Park, non, très peu. Non, pas plus que ça. Après, c'est sûr que c'était je crois que quand je l'ai vu, c'est plutôt à la télé. Je vais pas souvent au cinéma, en fait. Je vais pas souvent, même jeune et même encore maintenant, très peu au cinéma. Donc plutôt, je regarde en replay ou pas. Les séries, j'ai pas vraiment le temps, donc non, pas trop. Je suis chiante en fait. Je bois pas. Je bois pas. Oui, c'est fait que madame est en pleine campagne électorale quand même. Oui. Mais je ne savais pas qu'il fallait rentrer dans un couvent non plus. Tout le monde n'est pas au ski On n'est pas au ski. Vous n'êtes pas au ski, là c'est monacal. Prenez votre verre d'eau et continuons. Pour la musique. Pour la musique. Alors là, est-ce que la musique, sur la plage, vous mettez le poste de radio, vous écoutez? La musique, c'est très important. Non, par contre, c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est Sardou?
Ah oui, Sardou, j'aime beaucoup. Hein. En plus, j'aime les gens qui s'engagent, qui prennent des risques. Hein, enfin, il s'est engagé, c'est des engagés oui, aussi voilà, souvent. Il a fait comme il a pu. Oui, mais il a pris des risques et c'est tout à son honneur. Et puis ça fait partie du patrimoine culturel français aujourd'hui. C'est bien qu'on parle français. C'est pas parce qu'on vous a dit que c'était le chanteur préféré de Jean-Marie Le Pen que vous osez pas pour des questions diplomatiques. Non, je savais pas. Non, je savais pas peur de ça. Qu'on va dire, je vais pas me froisser avec. Voilà, non, ça va. Donc vous pouvez aimer Sardou pour d'autres raisons. D'accord. Et vous écoutez quoi actuellement ? Moi, j'adore la chanson française. Par exemple, moi, j'écoute un groupe que je faisais, qui s'appelle Les Frangines. J'aime bien Angèle. Ah, Angèle, c'est tout neuf, c'est tout beau, ça. C'est tout nouveau, mais parce que j'ai une petite fille qui est préadolescente. Et puis, elle s'appelle Angèle ? Non, elle s'appelle non, mais Alice. Elle écoute Angèle, elle s'appelle. Et elle écoute Angèle, donc j'écoute avec ma fille Angèle. Et vous êtes chanson française. Ouais, j'aime bien. Pas pop, rock, rap, tout. Non, j'aime tout. En fait, j'aime tout. Le rap. Allez-y, là. Tiens. Non, pas trop. Non, là, j'ai perdu mes électeurs. Non, c'est pas ça. Si, j'aime bien le rap américain. J'ai perdu des électeurs. Le rap américain, oui, ça fait pas perdre des électeurs. J'aime bien Eminem. Eminem, voilà. Oui, moi aussi, j'aurais dit ça. Mais il y a des périodes. C'est bon, ça fait pas perdre des électeurs, Eminem. Non. Je pense que Booba, les électeurs... Booba ? Non, ça, je connais pas. Moi non plus, d'ailleurs, on vient de me souffler. Si, c'est celui qui veut se battre, mais j'en sais rien. Non, mais je pense que... Il y a des moments où on écoute un soir Mozart, un matin pour se réveiller, on écoute une autre musique. Donc non, je suis assez ouverte. Ouais, voilà, de Mozart à Eminem, voilà. Eh bien, on le saura, c'était à 20 ans et c'est toujours pareil. Ouais, c'est cet éclectisme que Virginie Joron écoute dans la vie monacale qui est la sienne en ce moment, en préparation des élections européennes. On se retrouve, si vous voulez bien, pour la dernière partie de ce Bistro Liberté. À tout de suite, madame. Quelle issue pour Macron ? Faire payer les riches ? À l'issue du grand débat national, les porte-paroles d'Emmanuel Macron ont annoncé un acte 2 social du quinquennat. La recette ? Durcir la pression fiscale pour les 20% de Français les plus aisés. Toutes les pistes sont à l'étude pour faire payer les riches. Est-ce la bonne réponse à apporter à la légitime révolte populaire des Gilets jaunes ? Alors, Virginie Joron, je ne sais pas si vous le savez, mais quand j'ai préparé cette question, je me suis dit, Martial, parce que je me tutoie, tu fais une erreur. Parce que moi, vous êtes bien évidemment partisane de faire payer les riches. J'ai lu l'engagement numéro 74, c'est important le 74, de Marine Le Pen, assurer une juste contribution fiscale en refusant toute hausse de la TVA et de la CSG et en maintenant l'ISF, pas l'IFI, l'ISF, donc qui est facteur d'injustice sociale, dit Madame Le Pen très souvent. Donc vous voulez faire payer les riches. Tout de suite, là, le raccourci, non, je crois pas. Je crois que ça... l'ISF, c'est pour les riches, c'est pas pour les pauvres. Moi, je ne le paie pas, l'ISF. Les riches ou les aisés. Ou les aisés, oui. De toute façon, riches. après, il faut voir comment on met le curseur des riches. Là, je vois 20% des riches. Moi, je pense que l'ISF, effectivement, doit être établi pour la simple et bonne raison que jusqu'à présent, tant qu'il n'y avait pas ce matraquage fiscal, ça passait. Ce mouvement des Gilets jaunes, il ne vient pas parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, eux, ils ont le droit à quelque chose et pas nous. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des cadeaux fiscaux à une certaine frange de la population. Et par contre, eux... si, quelque part... On ne donne pas de l'argent, on leur en enlève moins. On leur enlève moins, et en même temps, ce qui est marrant, parce qu'on leur a enlevé, on les a allégés, on va dire, c'est une certaine frange de la population, pour pouvoir dire ensuite qu'à côté de ça, on va commencer, c'est ce qui a fait déborder, ce qui a changé la donne, c'est l'augmentation du prix du gaz, de l'essence. Et on s'est rendu compte que la taxe carbone, en fait, finançait la quote-part que l'ISF redonnait de... Non, mais à un moment donné, l'équivalence, c'est là qu'on est allé la chercher. Donc ils se sont dit, à un moment donné, il y a une rupture d'égalité fiscale, donc ils ont trouvé ça injuste. Mais je ne crois pas, effectivement, nous, on n'a jamais été, on n'est pas contre les riches, on n'est pas contre... maintenant, l'ISF, ça ne fait pas plaisir à ceux qui la paient. Je pense qu'il faut regarder ça plutôt au global, un équilibre, une équité fiscale qui fait qu'il n'y ait pas ce sentiment
sentiment d'injustice. Non, mais moi, ça m'empêche. Maintenant- Moi, ça ne me gêne pas que Mme Le Pen soit la présidente contre les riches. Hein. Non, J'ai pas du d'avis, tout. hein. Non, mais on n'est pas du tout dans cette logique. On est dans une logique d'équité fiscale. Donc c'est tout Regardez un la tête de système. Francis Bergeron. C'est tout un système qui doit être équilibré. Et là, il y a eu, avec la politique de Macron, cette rupture d'équilibre. Je m'explique. À un moment donné, là aussi, il y a une autre vérité, c'est que au lieu de faire ce cadeau, parce qu'il l'a fait en premier, tout de suite, au lieu de se concentrer sur d'autres priorités comme la lutte contre l'évasion fiscale, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que ce sont plutôt les entreprises du CAC 40 avec ses copains comme Drahi. Drahi, excusez-moi, il habite en Suisse. Donc là, plutôt essayer de mettre... plus français d'ailleurs aujourd'hui. Mettre un frein, mais ces sociétés sont en France. Mais C'était rapide. Vous avez les papiers d'identité. je pense que c'était plutôt là le sujet, lutter contre l'évasion Mais là, fiscale. on n'est pas sur les 20% de Français, Ah bah, et pour on moi, n'est pas c'est- sur l'ISF, on est sur bien autre chose. Pour moi, on est vraiment On dans est sur là. les gagnants de la mondialisation. On est dans les gagnants, et c'est pour Et moi ils sont la pas frange. 20%, hein. Parce que si on devait mettre le curseur sur les riches, pour moi, c'est plutôt là le problème. C'est-à-dire qu'en plus, ce sont des personnes ou des entreprises qui ont les moyens de se payer des conseillers fiscaux en gestion de patrimoine pour optimiser l'évasion fiscale. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Et ce sentiment de rupture d'égalité, Macron n'a pas réussi à le contrer. Alors, vous me dites que Marine Le Pen, c'est pas la présidente contre les riches. Non. Bah alors, c'est la présidente des riches. Non. Parce que C'est la j'ai lu. présidente Non, de tous les mais dites pas Français. ça, j'ai lu C'est la l'Humanité. présidente. J'ai lu l'Humanité, Virginie Non, mais il ne faut Joron. pas cataloguer les gens par Pas rapport de hausse du SMIC, pas de hausse à ce du qu'ils SMIC. gagnent. Vous Je ne pense- posez pas la proposition de hausse du SMIC. C'est-à-dire, vous êtes vraiment, avec mais Marine là- Le Pen, la relève du président des riches, elle est assurée, dit Mais pas du l'Humanité. tout, pas du Bah si, tout. c'est l'Humanité qui le dit. Oui, bah alors ça, la référence. C'est pas une référence, pardon. Mais C'est quasiment le journal officiel, vu les montants de subventions Mais qu'ils reçoivent. l'Humanité- Exactement, moi je paie 50 centimes à chaque exemplaire vendu, je veux le citer pour le prix. Mais l'Humanité, il ne devait pas fermer à un moment donné Non, vous avez payé, il reste ouvert. Non, mais... Non, Monsieur Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a dit que... Ah oui, il faut le maintenir, voilà, surtout. il faudra le maintenir à jamais. À jamais. À jamais, c'est un monument historique. Oui, l'Humanité. exactement. Oui, surtout, 200 faut journalistes. le classer en monument historique, ouais, Les effectivement. Japonais vont peut-être trouver le gène pour faire revivre Georges Marchais. Vous Ils allez ne voir. veulent pas le rejoindre au Chili. Avec un mammouth. Quand on voit les positions de Georges Marchais et du Parti communiste à l'époque sur l'immigration, ce serait peut-être pas si mal au final. Voilà, on verra, ça sera assez intéressant, on va revenir. Ou Alors, sinon- restons sur ça. Donc, c'est pas la présidente des riches non plus, quand elle veut seulement une augmentation de 200 € du salaire net et qu'elle ne veut pas de hausse du SMIC, mais une contribution donc sociale à l'importation. Oui, à 3% d'ailleurs, taxer l'importation pour pouvoir effectivement générer, pour dégager du pouvoir d'achat. Parce que ça c'était des réponses déjà à l'époque, on était attentif au pouvoir d'achat des Français. Donc déjà en 2017, il y avait déjà cette notion de redonner du gain, du pouvoir d'achat, parce que déjà, on sentait qu'il y avait ce besoin. Moi, je le vois, je suis salariée, donc depuis 10 ans, les augmentations de salaire ne sont bien en deçà du taux d'inflation. Nous, on nous propose cette année 0,8, alors que le taux d'inflation, il est 1,6. Donc, vous avez vite fait le tour. C'est pour ça que là, avec cette Vous êtes syndiqué? Non. Vous êtes bien dans les 20% qui gagnaient trop. Je ne sais pas. Oui, mais si, dénonçons-les. Mais, Après Mais- tout, Francis Bergeron, vous avez passé, votre presse a passé sa vie à dénoncer les 200 familles. Vous pouvez bien dénoncer ceux qui font plus les 20% aujourd'hui. 200 J'aimerais familles, oui, bien. mais 200 familles, ça fait pas 20% de la population. Et vous êtes contre tout cela? Oui, tout cela. Vous voulez que j'en Ah bah dise un oui, mot, allez-y, Martial je vous ai donné la parole. Bon, bah, c'est très Je gentil. redonnerai à Mme Joron, Oui, bien effectivement, évidemment, quand elle c'est le voudra. peut-être un des points qui me choque dans le programme de Marine Le Pen. Enfin, dans votre programme, c'est la fonction, la philosophie de la fiscalité, la philosophie que vous donnez à la fiscalité. On a l'impression quand même que cette fiscalité, comme les autres, comme Mélenchon, pour vous, c'est une fiscalité qui doit être punitive. C'est-à-dire qu'elle doit... certains, c'est sur les thèmes de l'écologie. Vous, c'est peut-être sur les thèmes... Alors, sur les thèmes de quoi? De l'égalitarisme. Il faut que tout le monde soit égaux sur le plan du pouvoir d'achat, quel que soit son apport à la société. Je crois qu'il y a vraiment une réflexion à mener sur la philosophie de la fiscalité. La fiscalité, il me semble que c'est mettre en commun des moyens pour mettre au point des infrastructures, mettre au point un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas un instrument idéologique.
la fiscalité n'a pas vocation à être un outil idéologique. Et ce que l'on constate, ou ce que je crains dans ces discours où on évoque le fait qu'il faut augmenter le SMIC, peut-être qu'il faut augmenter le SMIC, je ne dis pas le contraire. C'est pas ce qu'on dit. Et qu'il faut taxer les 20% les plus riches, et puis rétablir l'ISF, peut-être même le cumuler avec l'IFI, etc. Moi, je suis quand même un peu paniqué. Et quand on voit que les Gilets jaunes ont commencé leur révolte parce que c'était une révolte fiscale avec les radars, le diesel, toutes ces taxes qui tombaient de partout, comme au début de Hollande. Comme au début de Hollande, et puis que ça aboutit à quoi ? On va rétablir l'ISF, moi je dis, mais on va rétablir une taxe pour couvrir les taxes. Le vrai problème, c'est peut-être quand même, et je sais pas exactement quel est le discours du RN là-dessus, et ses solutions, mais c'est que faites-vous pour réduire les charges de l'État ? Que faites-vous par rapport au Conseil économique et social européen? Quelle est votre position par rapport au nombre de députés, au nombre de sénateurs, à cette architecture incroyable? Que faites-vous par rapport quelles sont vos positions par rapport à ces postes au sein du gouvernement? C'est tous ces postes de président de la régulation de je ne sais quoi, et puis les listes. Enfin, on a là une liste. On voit tomber ça sur Internet. Les comités. Tout à fait, mais c'est incroyable ce qu'on dit. Oui, il y a quand même... Je vois que vous êtes... Non, mais voilà, c'est un souci pour moi. Oui, mais c'est un souci pour tout le monde, la fiscalité. J'ai un bulletin de vote. Non, mais je crois que... J'ai un bulletin de vote et j'hésite encore. Non, mais il y a effectivement aujourd'hui un sentiment qu'il y a trop de fiscal. Ça, on ne peut pas faire plus parce que déjà avec le gouvernement Macron, c'est tous les jours une nouvelle taxe. Donc on a atteint le point limite de non-retour par rapport à la fiscalité. Et en plus, il y a cet endettement public qui n'en finit pas. Donc effectivement, on veut bien, à un moment donné, des taxes, oui, mais pour cesser l'endettement public, ça a du sens. Mais là, aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc déjà... une partie de vos questions se retrouve dans notre programme, les 144 engagements. On a toujours voulu dégager du pouvoir d'achat pour tous les Français, mais aussi dégager ou favoriser l'entrepreneuriat. On veut l'allègement des charges sociales pour effectivement permettre à ces entreprises de travailler et pas passer du temps et surtout et être aussi compétitifs, parce que c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, on paye des taxes, mais et on embauche des gens, mais on a des travailleurs détachés qui sont payés moindres et du coup, ça implique une concurrence déloyale. Donc, dans tout notre programme, on était très pragmatique et on proposait que ça soit pour les salariés, mais aussi pour les chefs d'entreprise, un allègement fiscal. Donc, sur ce point de vue, on avait quand même une certaine vision et plutôt équitable par rapport à le fisc. Alors, je vais continuer à donner la parole si vous voulez bien. Oui. Je vous laisserai. Si vous voulez dire un dernier mot, je vous laisse le dire. C'est l'idée de non, mais je reprendrai la parole après. D'accord, Romaric. Je vous voyais soucieux. Non, mais moi, c'est toujours la manière de poser la question que je trouve légitime. En l'occurrence, je ne critique pas, soyez. Mais c'est moi, là, pour le coup. Alors, c'est encore plus dur si tu ne me critiques pas. Merci, Romaric, parce que tu as vu. C'est parce qu'elle est posée de cette manière-là, je veux dire, tout simplement. Bien mais sûr. en fait, ça me paraît juste complètement délirant. La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'il y a des frontières ou est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que c'est quels riches et c'est quels pauvres. Actuellement, les frontières sont poreuses. Ça veut dire que si vous faites payer les riches, vous faites fuir les riches, si vous les faites financer des allocations sociales, vous absorbez les pauvres des pays alentours qui veulent profiter de ces allocations sociales. Donc en réalité, à part vider la France de ses riches et la remplir des pauvres d'à côté, c'est tout ce que vous faites. Donc c'est d'une démagogie, c'est complètement absurde. Sur la nationalité, par exemple, c'est l'idée aussi. Et à partir de ce moment-là, le français qui est aux États-Unis, c'est des impôts en France. C'est là où se pose la question. C'est ce que je dis. La France pouvait avoir un système... Non, mais c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de créer des taxes. À un moment donné, il faut d'un côté un petit peu arrêter ça, poser un petit peu le tableau et aussi lutter contre la fraude sociale, lutter l'endettement public. Il faut à un moment donné, comme vous me posez la question, est-ce qu'on est pour la suppression de comités Théodule? Bien sûr qu'on est pour. Mais il faut faire des économies. Je veux dire qu'à un moment donné, quand on fait un bilan d'activité, on savoir les recettes et les dépenses, à un moment donné, les dépenses, c'est là qu'il faut voir aussi ce qui va pas. Dans un cadre national, alors qu'en réalité, ça se passe dans un cadre international. Oui, la question, elle n'est pas là. La question, c'est que vous voulez faire des économies dans un truc qui fuit dans tous les sens. Donc ça n'a aucun sens. Déjà, les dépenses nationales, c'est
important de les maîtriser parce que ça concerne déjà le portefeuille de nous tous. Donc déjà, il faut, avant de regarder ce qui se passe... subventionner toute l'Europe, mais et c'est pour ça que le monde entier, ou subventionner le pays, je dis qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut, dans les dépenses, qu'est-ce qu'on subventionne? Qu'est-ce que l'on... Est-ce qu'on veut continuer à 13 milliards d'euros la fraude sociale par an? 2 milliards d'euros l'AME. Donc, à un moment donné, il y a des choix politiques. Et ça, c'est un coût. On va poser la question. Qu'est-ce qu'un riche pour vous? Rapidement, c'est quoi un riche pour vous? Parce que si on ne démarre pas de cela, on a du mal à trouver la solution. Parce qu'on est parti des 200 familles, c'était les 200 familles qui tenaient la Banque de France quand elle était encore privée, en d'autres temps, et qui faisaient le conseil d'administration. Donc on a focalisé sur ces puissants. Est-ce que c'est les 20% de la population, les 2 déciles supérieurs en revenus de la population? C'est un peu ça. Est-ce que c'est ceux qui gagnent 4 000 euros par mois net, comme le disait François Hollande? Qu'est-ce qu'un riche pour vous? Qu'on sache si on doit se tirer. Enfin, si on doit. Moi, un riche, c'est plutôt celui qui prend un jet privé pour aller à New York tous les 3 jours. Alors ça fait pas beaucoup de monde. Ah bah oui, mais voilà, vous me posez la question. Ça fait pas beaucoup de monde, mais ce sont des gens qui gagnent énormément. Mais ce sont des gens, voilà. D'accord, enfin, à part Bernard Arnault. Voilà, mais voilà, et ceux-là, malheureusement, souvent, ils défiscalisent. Mais ils paient ses impôts en France. À vérifier. Et puis leurs entreprises. Il y a aussi une ambiguïté. Arnaud Danjou. On sait qu'aujourd'hui, à peu près, dans les chiffres à la louche, on sait qu'aujourd'hui, grosso modo, il y a 10% de la population mondiale qui possède 90% des richesses de la Terre, en fait. Enfin, et dedans, il y a Bernard Arnault. Donc, en fait, bien sûr, dedans, il y a Bernard Arnault. Mais en fait, je veux dire, cette question du riche, c'est de l'ultra-riche. Vous savez, c'est comme dans le film La folie des grandeurs avec le Funès. Il dit les riches, c'est fait pour être très riches, les pauvres, très pauvres. Mais c'est ce qui se passe avec la mondialisation aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, le fait, c'est que vous avez une hyper-classe qui est ultra riche et elle qui réussit par la fiscalisation, etc., à ne pas payer. C'est les plus grosses entreprises. Je ne parle pas des entreprises du CAC 40, je parle des plus grosses entreprises, c'est les GAFA. Exactement. Et donc, c'est là qui part aussi de l'argent. Donc c'est ça que vous voulez faire. On est moins sur la population que sur une hyperclasse. Ça va, alors. Mais enfin, sur le rétablissement de l'ISF, il le paie, paie, Bernard on est Arnault, pour le fruit du travail. À un moment donné, c'est pas du vol, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est pour ça que je dis qu'il faut être... L'équité est importante. Je veux dire, ceux qui gagnent, pour moi, 4 000 euros, derrière, il y a du travail, il y a des études. À un moment donné, il faut aussi qu'ils en profitent. Romaric, vous n'êtes pas concerné par toutes ces questions de richesse. Pas encore, ça viendra. Vive l'incorrect, mais bon. Mais à la base, c'est bien de payer des impôts. Il y a aussi une question de solidarité. Enfin, moi, je reviens à cette question-là. Le problème, c'est la question de la solidarité. Vous n'êtes pas quoi on parle? Oui, payer des impôts, c'est pour une solidarité. Voilà. Le problème, c'est que de demander à un grand entrepreneur, par exemple français, d'être solidaire de n'importe qui sur la planète, ah oui, non, mais je suis d'accord. c'est quand même compliqué. Oui, mais c'est la question. Pendant longtemps, il y avait une idée quand même de la nation qui était... Parce que s'il y a une fiscalité forte en France, parce qu'il y a l'idée d'une souveraineté d'une nationalité forte en France, donc avec un État fort, extrêmement fiscal, mais qui reversait tout ça pour la gloire de la France et avec une volonté hégémonique. Ça a disparu. Il reste une grosse fiscalité. En même temps, il faut aussi que la solidarité elle soit sensible. Moi, je suis tout à fait choqué par, évidemment, comme le disait Arnaud, il y a une disproportion, il y a une inégalité qui est plus forte que jamais. Le problème, c'est que l'égalité, elle se fait en fonction d'un curseur. Elle ne peut pas se faire de manière abstraite par rapport à n'importe quoi. Ou alors, dans ces cas-là, c'est en effet, il faut que les riches donnent aux pauvres, mais oui, d'accord, mais s'il s'agit de donner à toute la Chine, ça va être compliqué, en fait. Et donc, pour moi, la question, elle se pose ici, en fait, et tout le reste du débat, il est piégé, parce qu'en fait, à partir du moment où on n'a pas le cadre, on n'a pas le curseur, on parle de rien, en fait, voilà. Ou de la démagogie, simplement. Ah là, ça plaît dans le public. Il y a quelqu'un qui criait « ouais ». C'est une affirmation « ouais ». Philippe Randa. J'ai l'impression qu'on oublie quand même une chose, on parle des riches, des pauvres, mais tout dépend aussi d'une question de train de vie. Vous parlez de 4 000 euros, j'ai entendu la somme, je ne sais pas qui dit que 4 000 euros, on est riche. C'est François Hollande, il faut citer les lumières françaises. Moi, je vais vous dire Alors, moi, je vais mettre 1 000 euros de plus sur la table. Allez, 5 000 euros, c'est énorme. Hein. Alors, je peux vous dire qu'un célibataire à Trifouilly-les-Oies qui gagne 5 000 euros, il vit très bien. Lui, est riche, bien. Il vit à Paris, il vit déjà moins bien. Mais il vit encore bien. Mais admettons qu'il ait une famille, il commence à vivre de moins en moins bien à Paris, et même de moins en moins bien en province. Donc tout est une question de savoir dans quelles circonstances on vit et où on vit. Rappelez-vous aussi ce que Madame Bettencourt, première fortune de France ou deuxième, je ne sais pas, ils sont femme remarquable, très riche et tout ça, qui dans sa immense générosité avait donné en 10 ans 1 milliard à M. Bernier, je ne sais plus comment il s'appelait. Et on lui a dit quand même 1 milliard, il vous a pris beaucoup en 10 ans.
Et elle a dit, oui, elle n'était pas si folle que ça. Elle a dit, oui, c'est une somme, 1 milliard. Mais pour moi, vous savez... Alors, vous savez, imposer Madame Bettencourt ou imposer Monsieur Dupont ou Monsieur Dugenoux, c'est tout, on ne les met pas sur le même plan, tout ça. Ouais. Donc, tout est une question d'endroit, de situation. Et les fameux 20% qui gagneraient une fortune, qui se déplaceraient en jet et tout ça. Eux, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Arnaud Danjou, il dit qu'il y a 10% ou 1% des Français. On peut les imposer à 90%. Ils ont les moyens, ces gens-là, de partir à l'étranger et de se faire défiscaliser. Qu'est-ce que dit Arnaud Danjou? Il dit qu'il y a 1% des Français qui oppriment 99% des Français. Vous entendez ce message-là? Oui, mais le problème, on n'a pas... Faire payer les riches, c'est le vieux slogan communiste, c'est le vieux slogan de la gauche, où on ne sait pas qui sont les riches, mais ça fait très bien vis-à-vis des pauvres de dire faire payer les riches. Il y aurait peut-être un moyen très simple. Moi, je ne suis pas un grand fiscaliste, je n'ai pas fait d'études de fiscalisme, mais il me semblerait plus logique de faire payer des impôts sur l'argent qu'on gagne, là où on le gagne, et non pas là où on habite. Et après, on va habiter où on veut, parce que quand on habite quelque part, on paye déjà des impôts, rien qu'en habitant quelque part, par tous les impôts indirects, donc la TVA et compagnie. Donc le problème, c'est de peut-être d'imposer l'argent là où il est gagné, et non pas là où on habite. C'est la grande différence. Et à ce moment-là, M. Drahi peut très bien habiter où il veut, à Paris, à Trifouiller-les-Oies, en Nouvelle-Zélande, ou ailleurs, peut-être pour lui, c'est pas un problème, mais il payerait des impôts là où il le gagne. Non, mais... Et ce serait que justice. Voilà peut-être une réforme sociale. À un moment donné, le débat qui doit payer plus d'impôts, je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut toujours qu'on paye trop d'impôts par rapport à son voisin. Donc, à un moment donné, et c'est ce qui fait la colère des Gilets jaunes, c'est on veut... Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, c'était, je crois, la vidéo au départ de cette Jacqueline... qui disait où va cet argent? Et le problème, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est taxé, surtaxé, et qu'est-ce qu'on en fait? Il est où? Là, moi, je suis dans notre territoire en Grand Est. On ferme les écoles, on supprime des lignes de chemin de fer, les maternités sont fermées, donc... la santé. Ça arrive aussi dans les grandes métropoles. Même à Paris, on commence maintenant, dans certains endroits, à parler de désert médical. De désert médical. En même plus, à Paris, dans les métropoles. Donc, vous voyez, ça touche tout le monde. Donc, on se dit, d'un côté, ça n'arrête pas d'augmenter, et de l'autre, on a de moins en moins, parce que c'est à la base, on paye tous ces impôts pour ça, pour avoir en échange du service public, pour avoir aussi des services d'ordre qui nous protègent, et en fin de compte, on ne l'a pas. Et en plus, à côté de ça, par contre, on se rend bien compte que cet argent qui nous est ponctionné d'un côté, c'est pour effectivement accueillir toute la misère du monde. On a demandé à la préfecture de Moselle le coût de l'hébergement des demandeurs d'asile. Juste l'hébergement, c'est 26 millions d'euros pour un département. 26 millions d'euros. Alors là, du coup, moi, j'ai dit, juste sauter sur le truc, c'est que comme la semaine prochaine, il y a le préfet qui va venir dans l'hémicycle à la région Grand Est, on va lui poser 3 questions. Et je veux le bilan du Grand Est. Il y a 10 départements. Pour avoir, effectivement, savoir combien ça coûte. Parce que ça, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Donc c'est un pognon de dingue qui, effectivement, c'est nous qui payons ça. Et à un moment donné, c'est devenu trop injuste. Parce qu'en plus, on a beau essayer de dire, comme là, avec la campagne, quand Marine a dit que les retraités étaient aussi... Enfin, les migrants étaient gagnés à peu près autant qu'un retraité, c'est vrai. Je veux dire, à un moment donné, les chiffres sont là, la réalité est là, et même quand on voit les retraités, les électeurs, ils nous le disent, ils nous disent mais c'est la réalité. Donc à un moment donné, cette fiscalité effectivement est devenue insupportable. Que ça soit toutes les tranches, même les riches, même si on a vu que Macron a essayé de les privilégier un peu plus que les autres, à un moment donné, il faut stopper les dépenses publiques, mettre un frein à ces pompes aspirantes qui viennent de la terre entière et dont on n'en profite pas, et en plus ça pose problème de sécurité, de communautarisme. Enfin, je ne vais pas vous refaire le schéma, mais enfin la réalité c'est celle-ci. Et à un moment donné, c'est ça la priorité. Et là, les réponses de Macron, je suis désolée, l'acte 2, qu'est-ce qu'on nous a présenté? Marlène Schiappa qui nous parle du RAC 0, le reste à charge 0 en santé. Moi, je suis dans la santé, ça va coûter 5% de plus pour les mutuelles. Donc, ce qu'on vous prend d'un côté, donc on vous fait croire que vous allez avoir tout gratos, c'est faux. Vous allez payer parce que vous, en plus, c'est souvent les classes moyennes. La cotisation des mutuelles vont augmenter.
Sur 5 ans. Moi, j'ai déjà les chiffres, c'est minimum 5%. Donc, rien n'est gratuit. On nous fait croire, encore une fois, que Macron a entendu et qu'il va essayer de trouver... C'est des mesurettes. Pour l'instant, il n'y a rien. Et je ne crois pas, en plus, qu'il veut faire payer les riches. Arnaud Danjou, est-ce que vous croyez à cet acte 2 du quinquennat, un acte 2 qui serait plus social ? Bon, déjà, j'y crois pas parce que vous avez présenté le débat national comme étant, en fait, vous avez présenté la question comme étant à l'issue du débat national. Bon, il n'y a pas eu de débat déjà puisque c'est que Macron, grosso modo, qui a parlé. Il n'y a pas eu de spécialement. Une centaine de milliers de contributions. Oui, mais les contributions, en fait, elles ont été faites par qui ? Par, grosso modo, les gens qui avaient le temps en journée et donc qui sont plutôt les retraités et ce sont des gens qui votent déjà plutôt Macron. Donc, en fait, déjà, ça... Vous ne l'avez pas fait ? Parce que je travaille, j'ai un métier. Mais qui me prend du temps, bien sûr. Et merci Virginie Geron d'avoir ramené effectivement le centre de la question sur son centre, qui est à quoi sert l'impôt ? Parce qu'en fait, il y a un vrai sens à l'impôt qui est normalement, comme ça a été fait dans toute la féodalité, comme pendant le Moyen-Âge et dans toute l'histoire, c'est il y a un impôt, le peuple paye, alors à l'époque, un impôt à son seigneur, c'était en blé, etc. On doit payer une certaine somme d'impôts pour avoir des services publics qui fonctionnent, grosso modo. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'impôts, et il y a toujours de moins en moins de services. Donc c'est la désertification, vous l'évoquiez, Virginie Geron. De plus en plus de solidarité. Et alors voilà, et la question c'est... vous avez parlé, effectivement, il y a le coût de l'immigration, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a notamment une chose assez importante, en fait, qui est assez peu évoquée, mais on l'a vu un peu, ça a quand même été un peu amené sur le tapis par certains gilets jaunes. C'est les accords Pompidou-Rothschild de 73. 73 funeste année, donc pour ces accords, pas forcément parce que vous êtes né, Virginie Geron, mais cette année-là. C'est bien de le préciser, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais c'est jamais révolutionnaire. Qu'est-ce qui se passe en 73 ? Il y a les accords Pompidou-Rothschild qui font que l'État n'emprunte plus aux banques à taux zéro. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir de 73, l'État emprunte aux banques avec un taux d'intérêt. Donc l'État doit de l'argent aux banques. Alors que normalement, l'État est censé être souverain, et on ne peut pas être souverain si on n'a pas, grosso modo, la mesure sur son porte-monnaie. Donc c'est Napoléon qui disait la main qui reçoit ne peut pas être au-dessus de la main qui donne. Donc à ce moment-là, où va l'argent ? C'est bien Napoléon. Où va, il a fait quelques trucs pas mal. Il a fait carrière. Il faisait sûrement partie des 20% les plus riches. Mais il y a eu 3 épisodes, Napoléon 1, 2, 3. Allez-y. Mais donc pour finir, si vous voulez, l'argent il part déjà là dans une énorme partie. Vraiment, et c'est quelque chose qui est quand même assez occulté. Et c'est là où l'argent part. Je veux dire, en grande partie. Et c'est pour ça, pourquoi les gens s'indignent d'avoir de moins en moins de services alors qu'ils payent de plus en plus d'impôts, c'est complètement légitime, pour plusieurs raisons. Donc la question, c'est, surtout avant de chercher à qui on va prendre plus d'argent ou moins d'argent, etc., c'est surtout de commencer par revenir sur des lois iniques et revenir sur un certain train de dépenses de l'État républicain. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui. Si j'ai bien compris, et je suis assez d'accord, il ne faut pas faire payer les riches, il faut prendre les financiers. Oui, bon, très bien. Alors, plutôt, tant qu'à faire. Voilà une mesure. Jean-Marie Sangars, vous avez une phrase... un mot à Marine Le Pen. Voilà, vous avez une phrase définitive à nous dire, Jean-Marie, sur ce sujet-là ? Définitive, non, mais moi je suis pour le fast. Je suis contre l'inégalité, mais je suis pour le fast. C'est-à-dire, dites-moi, pour le fast. Je suis pour qu'il y ait des grandes dépenses publiques. Voilà, mais même gratuite en grande partie aussi, juste comme ça, pour la grandeur. Voilà. Oui, un mur. Le château de Versailles, par exemple. Oui, par exemple. Des fontaines de vin, comme on faisait sous Philippe le Bel, par exemple. C'est comme sous Philippe le Bel qu'on casse les financiers et on fait des fontaines de vin. Oui, voilà. La fête de la musique. Oui, il va falloir réarranger sociologiquement la manière dont ça se déroule et après, ça se passerait bien. Ouais. D'accord. Écoutez, madame, voilà, on est arrivé presque à l'issue de ce bistrot Liberté. Alors, la suite des événements pour vous, c'est bien déjà rassembler les électeurs. Ils peuvent s'inscrire sur la liste électorale, je crois, encore. Oui, je croyais que c'était jusqu'au 31 décembre, mais ça a changé. Non, ça a changé, c'est jusqu'au 31 mars encore. Il faut savoir qu'on va continuer à faire des meetings. On en a 80 de prévus d'ici la fin du mois de mai. Donc c'est bien le 26 mai avec un seul tour. Donc voilà, toutes les troupes sont dehors. Le but, c'est de voir le plus possible d'électeurs. Donc beaucoup de réunions publiques, que ce soit à Strasbourg ou dans d'autres villages. Voilà, on veut être partout présent et voilà, ouvert à tous. Parce que comme je l'ai dit, je pense que le mieux...
un tract, c'est bien, nous voir, c'est mieux, parce que ça permet effectivement des échanges, parce qu'à chaque réunion, chaque meeting, on est là pour répondre à toutes les questions. Voilà, écoutez, nous continuerons de notre côté à donner la parole à l'ensemble de ceux qui défendent l'esprit français et qui veulent aller à Strasbourg. Nous le faisons dans le cadre du journal télévisé, dans le cadre de l'émission La Semaine Politique animée par Ennis Blaise, qui, dans les semaines à venir, s'intéressera plus qu'aux européennes. Et nous le ferons aussi à Bistro Liberté. Je voulais vous remercier d'être venu et vous donner les derniers dessins d'Ignace en forme de cadeaux et de feux d'artifice de fin de bistrot. Macron casseur, je vais casser les tirelires. Taxer, c'est incontournable. Comment voulez-vous que je finance toutes nos chances pour la France ? Macron va taxer les riches. Et on ne loupera pas non plus les gilets jaunes en infraction. Voilà. Et le régime Macron, ça coûte cher. Oui, moi, un bras et moi, un œil. Voilà, ça c'est en référence bien sûr aux gilets jaunes. Merci beaucoup. Il me reste à vous dire plusieurs choses. Premièrement, que je voudrais remercier le public. C'est un public de donateurs. Si vous êtes donateur de TV Liberté, quelle que soit la somme, vous pouvez tout simplement en faisant contact@tvliberté.com contacter notre service commercial, notre service à votre disposition. Et puis remercier donc le public. Remercier, je ne l'avais pas fait la dernière fois, mais les techniciens de TV Liberté qui sont derrière ces caméras, mais qui nous permettent de faire une très belle émission, de plus en plus belle, de plus en plus aboutie. Donc merci à eux, un merci collectif, à notre réalisateur Sébastien François, à notre producteur Arnaud Soyer et à tous ceux, bien évidemment, cadreurs, monteurs, qui sont avec nous ce soir. Il me reste à vous dire que l'ensemble de la rédaction vous retrouve le 28 mars prochain, si vous le voulez bien, à la nouvelle librairie 11 rue Médicis, dans le 6e arrondissement de la capitale, de 18h à 20h pour une séance de dédicace du Défi, le livre que a publié TV Liberté. Et enfin, qu'on se retrouve dans 2 semaines, et ce sera le numéro 100 de Bistro Liberté. 100 Bistro Liberté depuis la création de TV Liberté. On va essayer de fêter ça dignement. Voilà. Et on boira comme d'hab. À bientôt. Merci. À très bientôt.